Bonjour à toutes et à tous. Donc on reprend les conférences après une interruption de 3 semaines, notamment liée aux vacances scolaires. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, pour la première fois, d'accueillir Robin Lecoeur, qui est un spécialiste triathlète des longues distances, pour ne pas le nommer l'Ironman. Tout à fait. Alors, ça peut être aussi l'Iron Woman, j'imagine. Ah, ça peut être les deux, ouais. Oui, tout à fait. Et donc, Robin a accepté, par on va dire une rencontre liée à un heureux hasard, on a fait connaissance grâce à ta fille, en fait, C'est ça. qui est scolarisée dans une école, et tu avais fait une présentation de ton activité d'Ironman. De mon activité, de notre voyage, parce que ma fille nous a accompagnés à Hawaï, du coup, donc c'était essentiellement ça. Voilà, donc c'est ça qui va être intéressant. Robin s'est qualifié pour l'Ironman d'Hawaï. Il va vous expliquer comment il s'est organisé pour cela. Donc là, on est vraiment dans le quotidien de l'athlète. Et puis, il va nous expliquer aussi comment il gère sa vie au quotidien, parce que tu ne travailles pas à Caen, tu travailles à Paris, je crois. C'est ça. Comment il gère sa vie de famille. Et vous allez voir, c'est drôlement intéressant du point de vue de la mention entraînement sportif, de voir comment un athlète de haut niveau s'organise dans sa vie de tous les jours, y compris, t'as beau être athlète de haut niveau, tu restes un amateur, puisque tu as une activité professionnelle à côté de ton activité d'Ironman. Tout à fait. Voilà. Donc, bienvenue à toi, Robin. Et puis, ancien stapsien aussi, tu vas nous l'expliquer certainement. Donc, il était là bien avant vous. Enfin, bien, il y a quelques années. Il y a 10 ans à peu près. Tu été sorti en 2014, c'est ça que tu disais. Et donc, bienvenue à toi. Et puis, je te laisse la parole. Moi, je vais naviguer, comme d'habitude, dans le méandre de nos étudiantes et étudiants. Voilà. Ok. C'est parti. Très bien. Eh ben, merci Frédéric. Bonjour à tous. C'est top. Vous êtes beaucoup à m'écouter. Je vais faire de mon mieux. Donc, on va parler de sport, de mon mode de vie, de ce que je fais. Donc, on va parler beaucoup de moi. Je suis désolé, mais ça va tourner autour de ça. C'est un peu le but de l'exercice. C'est ça. Du coup, vous allez voir tout au long de la présentation que le sport, pour moi, c'est une source d'épanouissement. D'accord ? C'est aujourd'hui mon mode de vie. Alors, comme vous l'avez vu et entendu tout à l'heure, j'ai été stapsien et le sport, depuis que je suis tout petit, vous verrez, fait partie de mon quotidien. Mais depuis quelques années, on va dire que ça s'est professionnalisé. Pour moi, le sport, c'est une aide au développement, on va dire, personnel, professionnel. Ça apporte de la confiance en soi, du réseau, de la mise en relation et tout ce qui s'ensuit. D'accord ? C'est vraiment des bonnes valeurs et ce qui permet d'avancer. Alors ça peut être le sport, l'activité physique, le mouvement. J'utilise tout ça au quotidien, que ça soit dans mon métier, dans ma passion ou dans ma vie quotidienne. Ok ? Alors, brièvement, donc je suis Robin Lecoeur. Frédéric l'a dit, je suis entre Caen et Paris. Je travaille dans une association à Paris que je vais présenter après. Avant ça, j'ai fait un master STAPS en management du sport. Donc j'étais à votre place il y a une dizaine d'années à l'université de Caen, où là j'ai fait une licence management du sport. En master 1, je suis parti en Angleterre en Erasmus à Sunderland, où là j'ai pu jouer au foot avec les Anglais. Et je peux vous dire que c'est vraiment autre chose et c'est vraiment une autre ambiance. D'ailleurs, tu es ancien footballeur. Je suis ancien footballeur, ouais. Vous allez le voir après, j'ai fait 20 ans de football. Et aujourd'hui, je suis triathlète, donc deux sports qui sont complètement différents. Et donc aujourd'hui, ma pratique sportive, c'est le triathlon longue distance, avec une philosophie personnelle sur l'action, résilience et persévérance. Je suis beaucoup dans l'action, dans la remise en question et dans la persévérance dans tout ce que j'entreprends. Bonjour. Et cette philosophie m'a permis d'arriver ici.
Bonjour, cousin Camille, étudiante en L3 STAPS, entraînement sportif et donc dans la spécialité les sports de combat avec comme prédominance les sports à percussion. Je me posais la question, qu'est-ce que vous appelez le triathlon longue distance pour vous? Alors le triathlon longue distance, pour moi, ça commence à la distance L. La distance L, on va dire que c'est 1900 mètres de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon. D'accord? On va dire que c'est la première phase pour moi du triathlon longue distance. Mais après, ma distance favorite, donc c'est la distance Ironman ou la distance XXL, XL plus nommée en France, qui est 3 km 8 de natation, 180 de vélo et un marathon. 180 km de vélo Vallonné ou pas, mais en tout cas, il faut les faire. à l'Ironman d'Embrun, par exemple, C'est ça. monte et ça descend. Il y a des triathlons plus extrêmes que les autres, comme en Norvège ou donc à Embrun ou le Vercors. Hawaï, on va dire que ça va être un autre facteur que je mettrai en avant, où là c'est plus la chaleur, l'humidité. On doit s'adapter suivant les conditions climatiques du terrain. Donc il y a beaucoup de, de paramètres à prendre en compte sur une distance aussi longue. Merci pour ta question. Alors, mon histoire sportive, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 20 ans de football, on va dire au niveau régional, donc de mes 6 ans à mes 25 ans, avec pas mal d'équitation aussi. Alors, c'est pas vraiment en relation, mais c'était une pratique que je faisais plutôt de loisir pendant une dizaine d'années. Et un peu de moto aussi. Donc il y a eu un moment, j'ai dû faire un choix au niveau des activités pour aller plus vers le football. Comme je vous l'ai dit, j'ai joué donc au niveau régional à la Ferté-Massé, donc c'est dans le département de l'Orne. Après, j'ai fait une année en Angleterre via mon année d'Erasmus. Suite à cette année-là, j'ai eu une grosse blessure. Qui est très connu des sports de pivot. Robin, comme de nombreux conférenciers, ils sont tous passés par souvent une expérience à l'étranger. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de demander un Erasmus en Angleterre? Eh ben, c'était plutôt la découverte d'une autre culture, de permettre de voyager et d'apprendre aussi l'anglais. Même si aujourd'hui, on va dire que dans mon métier professionnel, je m'en sers pas, mais du coup, ça me sert maintenant dans ma pratique sportive avec les voyages qu'on peut faire à travers les compétitions. Mais c'était essentiellement ça, et voilà, découvrir une autre culture. Comme je l'ai dit, pratiquer le football en Angleterre, ça a été une vraie expérience avec l'université de Sunderland, parce que c'est vraiment une autre philosophie, une autre approche de la pratique sportive, hein. On revoit la première ligue même dans les universités ou les petits clubs, hein, au niveau de l'intensité. Une nouvelle question. Pourquoi l'Angleterre et pas un autre pays? Alors à l'époque, on avait le choix entre l'Espagne, l'Angleterre et la Norvège. Alors pour moi, c'était l'anglais qui primait. En gros, c'est aussi simple que ça, c'était d'apprendre l'anglais. Et puis, j'aimais la culture anglaise. Clairement, c'était essentiellement ça. Deuxième question. Les étudiants sont prolixes aujourd'hui. Oui, Martin Angevin, spécialiste basket. Je voulais savoir, au moment de l'Erasmus en Angleterre, vous faisiez que du foot ou vous avez déjà commencé un peu les sports d'endurance, type course à pied, vélo? Alors non, du tout. Là, ce que j'ai mis pendant 20 ans, j'ai fait que du foot. J'étais consacré au foot et on va dire à la vie étudiante, hein. J'étais pas du tout sur les sports d'endurance. Je n'avais même pas fait, alors à part les crosses, on va dire au collège ou en STAPS où on faisait les entraînements, mais sinon j'étais pas du tout sur l'endurance. Ouais. Mathis Rier, spécialité football. Quand vous êtes arrivé en Angleterre, le football pour vous c'était vraiment du loisir en plus ou c'était vraiment à vocation de devenir footballeur professionnel? Non.
Non, 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 pas professionnel. Alors c'était une vraie passion, hein. Le foot, je pense comme vous tous, vous avez une activité. Moi, c'était les week-ends, les entraînements la semaine, mais après, c'était pas du tout un objectif d'être professionnel. J'avais pas on va dire que j'avais pas autant d'investissement qu'aujourd'hui, hein. Que ça soit dans mon mode de vie, j'avais pas cet investissement, on va dire. Ouais, on peut dire que c'est millimétré. Aujourd'hui, mon planning, mon sommeil, mon alimentation, il joue quand même beaucoup et je faisais pas attention à tout ça à l'époque. Ouais. Et peut-être que j'en suis arrivé là grâce à ça. J'ai une petite question, moi, c'est par rapport à ta découverte du sport. Je sais pas à quelle âge mais à quel âge tu as commencé. Mais qu'est-ce qui t'a amené vers le sport? Et après c'était, je pense que j'avais besoin de bouger, d'activité. Alors j'ai commencé par l'équitation de mémoire à 5 ans et après je suis allé vers le foot. Saint-Michel-des-Andennes, non? Non, à la Pèlera, au-dessus de la Ferté-Massé, au-dessus du lac de la Ferté-Massé. D'accord. Ok. Et après le foot à 6 ans et après c'est devenu aussi un moyen de partager avec des amis, des copains que je n'ai pas aujourd'hui dans le triathlon parce que c'est essentiellement individuel. C'est peut-être ça qui me manque par rapport à l'époque où je faisais du foot. Ouais. Oui, je pense qu'on y reviendra sur cette différence entre le collectif et l'individuel. Du coup pendant 20 ans, donc après le football, on va dire vers 25 ans, je me suis mis au triathlon parce que je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure. J'ai eu, alors aujourd'hui j'en suis à 3, mais j'ai eu les croisés en 2024 de mémoire en Angleterre, une fois. Je suis revenu une deuxième fois au foot. Maladie du footballeur. C'est ça. Et on en a un là, il a les béquilles. Alors ça arrive pas à tout le monde, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, mais au bout de la 3e fois, j'ai dû réfléchir à une autre activité parce que je voulais pas me refaire opérer une 3e fois, sachant que la rééducation est assez longue quand même et prenante. Donc je suis parti sur le triathlon et vous verrez que la mise en réseau, les rencontres font que le triathlon est arrivé parce que j'ai échangé avec quelqu'un à un moment donné qui m'a orienté vers un sprint et ça a commencé comme ça. Donc un triathlon format sprint. Ouais, c'est ça, un petit triathlon, petite distance où c'était 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km à pied. Donc j'ai commencé facile, comme ça. Ça dépend à quelle intensité on fait. mais voilà, donc beaucoup de blessures et j'ai dû me recycler pour continuer le sport parce que c'est quand même une passion. Donc le triathlon, tu l'as découvert à la fin de tes études, après tes études, pendant le commencement de ton activité professionnelle? Ça a commencé sur mon premier travail. Ouais. J'ai commencé le triathlon grâce à mon premier travail. Donc c'est ce que je vais évoquer après. Et ça a continué grâce à mon travail actuel. Oui. Vous nous avez dit que vous avez eu 3 blessures. Est-ce que mentalement ça n'a pas été dur de se dire allez, je renchaîne et j'essaye de trouver autre chose pour continuer le sport? Alors je sais plus trop comment ça s'est passé, mais ce qui a été dur, ça a été d'arrêter le foot. Clairement, ça a été de ne plus pouvoir jouer au foot. Et après, ça s'est fait au fur et à mesure parce que vous allez voir que j'ai commencé le triathlon. On va dire que ça a duré 4-5 ans où j'ai fait des triathlons S, comme je vous ai dit, des triathlons M où là, c'est la distance olympique où on fait 1500 de natation, 40 km de vélo et 10 km à pied. En fait, ça s'est fait au fur et à mesure pendant 4-5 ans. Et en 2019, vous verrez, où là, j'ai décidé de changer de mode de vie, de me professionnaliser et de partir sur le triathlon longue distance. Donc tu as pratiqué une petite dizaine d'années sur des petits formats, on va dire. Tu appartenais à un club? Mon club, vous allez voir que j'ai créé une section triathlon à Paris où je travaille encore actuellement parce que j'étais passionné par ça et que mon association était ouverte à
à beaucoup d'activités, de développement. Et du coup, bah, ça a fait que tout a tourné autour du triathlon sans forcer les choses, en gros. Donc une pratique progressive, de petits formats, pour en arriver un jour, donc en 2019. C'est ça, à la même longue très distance. progressive, parce que même 2019, j'ai pris du temps avant d'arriver vraiment sur les distances Ironman. Vous verrez qu'il y a 2 ans, alors après il y a eu les années Covid, donc forcément il y a eu moins de compétitions, ça a demandé un peu plus de temps, mais ouais, ça a été vraiment progressif. Je me suis pas dit, allez, hop, je m'inscris à un Ironman, comme beaucoup peut-être le font, mais moi ça a vraiment été, voilà, j'ai fait toutes les distances au fur et à mesure. Des questions? Non, c'est bon? Bon, bah parfait, c'est clair. Donc aujourd'hui, je suis sur le triathlon longue distance et vous verrez que c'est ce qui m'anime. C'est vraiment ces distances que j'apprécie. Donc mon parcours STAPS, je l'ai terminé en 2014 avec mon master. Et donc mon premier travail, ça a été agent administratif donc au service des sports de la ville de La Ferté-Macé. La ville m'a accueilli pendant que je me faisais rééduquer, donc ça a été vraiment une aide précieuse. Et ça a été grâce à ma pratique du football et mes connaissances. Le premier genou, je suis allé à Bagnoles. Le deuxième, j'ai fait ça tout seul chez moi avec un kiné. Donc ça a été différent et donc du coup je pouvais travailler en tant qu'agent administratif vu qu'on était derrière un bureau, c'était assez plus simple pour moi. Et c'est sur ce poste-là que j'ai rencontré un éducateur sur la ville qui organise le triathlon, le Survivorn à La Ferté-Macé et qui m'a orienté vers cette discipline parce que je me suis mis à la natation. Le club de triathlon existait déjà à La Ferté-Macé? Oui, ouais, il existait déjà. Et c'est vrai que moi, je me suis mis à la natation. On est dans les années 2014-2015, quoi. 2015, ouais, c'est ça. Donc il y a 10 ans. 10 ans pile. Et du coup, parce que je me suis mis à la natation aussi, il faut savoir que le triathlon, beaucoup sont freinés par la natation. Alors là, je sais pas si c'est toujours d'actualité en STAPS, mais moi, je faisais partie du groupe des pingouins. En natation, je ne sais plus si c'est toujours le même. Visiblement, ça existe toujours. Le même prof, mais il y avait les dauphins et les pingouins. Tu as certainement eu Emmanuel Auvray ou Yvan Bellonnet. Tout à fait. Donc voilà, j'étais très loin. Ce sont des institutions STAPS maintenant, je me permets de le dire. J'étais très loin du niveau de natation que j'ai aujourd'hui, même s'il reste encore moyen par rapport à d'autres. Mais c'est grâce... Donc les pingouins, parce que tu ne savais pas t'occuper de te servir de tes bras? Non, j'étais footballeur, j'étais pas nageur. Hein. Ève? Bonjour, donc je m'appelle Gauthier Ève et je suis en spécialité handball. Je voulais savoir si vous aviez du coup une préférence entre les 3 disciplines, entre le vélo, la nage et la course. Eh ben, moi ça va être le vélo et la course à pied. La natation, c'est parce que j'ai pas le choix pour faire du triathlon, on va dire. Non, ouais, après le vélo, j'aime en plus m'entraîner à vélo parce que ça permet d'aller loin, de se balader. Il y a aussi cette part d'aventure que j'apprécie quand je fais vous verrez, dans les périodes d'entraînement où je fais des sorties de 6-7 heures, ça permet d'aller assez loin quand même. Quelques 6-7 heures d'entraînement par jour. C'est une petite journée. Alors après ouais, on s'adapte à la durée aussi. Je plaisante. Sur l'intensité. Du coup, voilà, donc mon premier poste est en lien avec le triathlon. Donc il m'a mis le pied à l'étrier, on va dire. Et donc ça, c'était à La Ferté-Macé. Et ensuite, je suis allé sur Paris donc, pour rejoindre ma femme qui travaillait à l'époque à Paris. Et du coup, moi, je cherchais un travail. Et j'ai trouvé le poste d'agent de développement chez Profession Sport et Loisirs franciliens qui m'ont mis à disposition à l'association Montmartre Natation Sauvetage. Alors, la natation, c'était pas ton truc, et tu trouves une association où on parle de natation sauvetage. Ouais, quand je le regarde comme ça, c'est vrai que ça fait bizarre. non, et ce qui est marrant, c'est que je les ai rencontrés sur un salon.
Je les ai rencontrés sur un salon et quand du coup, j'avais mis sur mon CV que je faisais du Tu te souviens triathlon. quel type de salon? Parce que ça peut intéresser les étudiants. C'était le salon pour l'emploi à Paris. À Paris, oui. Ouais, à Paris. C'est important. Un Tous gros les salon. ans, il y a un salon du sport à Paris qui présente. Alors, il est passé, je crois, déjà. Ça devait être au mois de janvier, je crois. Sur 2 jours. Et donc, les acteurs du monde sportif proposent effectivement des emplois. Ah oui, après, il y a donc, énormément de salons. C'est toujours intéressant. C'est ça. Mais et du coup, je cherchais et sur mon CV, ils avaient vu que je faisais du triathlon. Alors, ça faisait que 3-4 mois que j'en faisais. Et, ils m'ont dit, ah bah c'est bon, ça peut vous intéresser ce poste-là. Et bon, je leur avais dit que je pouvais pas encadrer la natation parce que j'étais pas formé, mais ils ont fait le choix de me prendre. Et du coup, grâce à eux, je me suis entraîné à la natation. Ils m'ont fait passer le BNSSA, ils m'ont fait passer. Alors, ça, c'est drôlement intéressant. Ça rejoint un petit peu ce que nous disait Donatien Morvan là, pour l'Aviron, où c'est la structure qui lui a financé son DGEPS. Qui lui a permis d'être en formation. Et naturellement, comme c'est toujours un coût de se lancer dans ce genre de formation, ça lui a permis de se professionnaliser grâce à la structure qui l'avait employée. C'est ça. Donc là, en l'occurrence, c'est ton cas également. Ça s'est passé comme ça, et vous verrez... C'est une ressource importante, ça, de trouver des structures qui vous association financent. qui fait de la formation aussi. Ils m'ont fait passer le formateur en premier secours et tous les diplômes, le permis bateau... voilà, donc c'était très intéressant. Et aujourd'hui, j'y suis encore. Donc, quand je suis arrivé en tant qu'agent de développement, j'étais le premier salarié. Il n'y avait que des bénévoles. Donc, j'ai fait plus ou moins un pari sur Paris. Et aujourd'hui, on va dire qu'on est 6 permanents. Je dois avoir 10 maîtres nageurs. Une trentaine de formateurs avec moi. Alors ça, c'est des personnes qui interviennent de temps en temps, ils interviennent de façon ponctuelle, mais on commence à être un organisme de formation CFA et association sportive très reconnu. CFA, Centre de formation et d'apprentissage. La semaine prochaine, on aura un représentant du CFA Normandie, CFA Sport et Animation, là, Johan Lemoel, qui viendra nous expliquer les tenants et les aboutissants des CFA. Très bien. Donc voilà, en gros, mes activités professionnelles sont en lien aussi avec le triathlon. Et ce qui me permet aujourd'hui, vous verrez dans mon mode de vie, de pouvoir allier les trois, on va dire. Ma famille, mon activité professionnelle et ma passion sportive. Là, brièvement, c'est l'association où je travaille. Donc en fait, en gros, on a 4 pôles. On a un pôle sportif où on fait du water polo, de la natation, du sauvetage sportif, du triathlon que j'ai créé maintenant il y a 6-7 ans. On est organisme de formation où on forme les BNSSA, les maîtres nageurs, sauveteurs. On forme au PSC, au PSE1, PSE2, les formateurs, au SST. On a une 60aine de bénévoles aussi parce qu'on est En gros, on est affilié à la Fédération française de sauvetage et de secourisme. Peut-être que certains connaissent la Croix-Rouge et la protection civile. Et ben, en gros, on a les mêmes missions. On est agréé de sécurité civile et on fait des postes de secours sur des événements sportifs. Souvent, quand vous faites des gros événements, vous voyez des secouristes. Et ben, les secouristes qui vont sur ces événements-là, c'est des bénévoles. D'accord ? Donc nous, on a une équipe qui travaille là-dessus. Et on a un pôle social où on fait des maraudes. On apporte du confort, du réconfort aux personnes sans abri sur le 93. Alors j'imagine que sur Paris, l'activité est dense. Elle est dense. Sachant que alors au niveau formation, nous, l'avantage, alors s'il y a des diplômes que je peux conseiller quand on est stapsien et que je regrette de ne pas l'avoir passé à l'époque, c'est le BNSSA. Parce que ça permet de travailler avec et il y a beaucoup de demandes. Nous, sur Paris, tous ceux qui sortent avec le diplôme trouvent un travail, que ça soit saisonnier ou... Tu me tends la perche sur un point que j'insiste toujours auprès des étudiants. En plus de leurs études de STAPS, être investi dans les associations et dans le monde fédéral pour passer des diplômes spécifiques d'entraîneur, par exemple, ou le BNSSA, ça permet d'avoir du boulot d'été, par exemple. Hein. Ah bah oui. C'est pas négligeable. Et là, j'insiste encore une fois, grâce à toi, Robin,
investissez-vous dans vos clubs locaux et demandez à être formés par les dirigeants qui doivent vous envoyer vers les ligues, les fédérations pour vous préparer à différents diplômes. Tout à fait. Et nous, on a une mission alors qui est importante et pour moi, c'est pour lequel je reste vraiment attaché à cette structure et cette association parce que notre mission sur Paris, c'est de rendre accessible la natation au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'à Paris, il y a beaucoup de quartiers prioritaires de la ville, beaucoup d'enfants à partir de 4 ans qui ne savent pas nager jusqu'à 16 ans. On leur fait accéder à la piscine de façon gratuite avec des éducateurs formés pour les accompagner et pour leur permettre d'être en sécurité dans l'eau. D'accord ? Ça, c'est notre objectif sur Paris au niveau sportif et club. Et après, on a la même mission sur le pôle formation où c'est de rendre accessibles les métiers aquatiques. Comme je vous l'ai dit, c'est des métiers qui sont en tension et où il y a besoin de monde. Donc forcément, ceux qui sont demandeurs d'emploi, s'ils sortent avec un BNSSA ou un BPGEPS-AN, eh ben, ils trouvent un travail derrière. Par contre, vous savez bien que la natation... BGEPS-AL, c'est quoi? C'est le maître nageur sauveteur. C'est pour devenir maître nageur sauveteur. D'appeler le MNS dans le temps. C'est ça, ou le BESAN. Le fameux BESAN. Mais voilà, le niveau, en fait, aujourd'hui, on forme des éducateurs. À l'époque, on formait des personnes qui devaient entraîner pour de la compétition. Aujourd'hui, c'est vraiment pour accompagner les personnes et leur amener les premières bases de la natation. Voilà, donc rendre accessible, en gros, rendre accessible le milieu aquatique au plus grand nombre. Donc vous voyez que ça tourne autour de la natation, du sport, et grâce à l'association où je travaille, du coup je peux m'organiser pour le triathlon parce qu'ils me soutiennent et je suis avec des gens passionnés. Et ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure sur le fait de s'investir dans ces structures, c'est très important parce que les gens le reconnaissent derrière. Il faut jamais l'oublier, ça. Et moi, mon bureau directeur de l'association, ils savent très bien tout ce que je fais et tout ce que j'ai fait avant. Alors on va dire qu'avant, j'étais beaucoup présent sur le terrain, ils me voyaient beaucoup sur Paris. Aujourd'hui, je travaille d'une manière différente, mais je reste quand même investi parce que voilà, on monte toujours des projets, on est toujours avec eux. Là, tu soulèves tout simplement la question de l'opportunité. C'est-à-dire que dans le métier que l'on fait, on rencontre du monde et puis des opportunités s'ouvrent à nous. Franck Doudet nous l'a très bien montré avec la Fédération française de football, par exemple, où on n'a pas hésité à aller frapper à certaines portes, comme disait Adrien Duterte, notre préparateur mental local, qui disait je lance des balles et puis quand elles me reviennent à moi, je saisis les opportunités. Donc ça, c'est drôlement important, surtout dans le milieu sportif, qui n'est peut-être pas aussi porteur d'emploi qu'on aurait pu l'espérer après les Jeux Olympiques. Oui, non, peut-être pas aussi porteur, mais c'est vrai que faut toujours laisser une image positive, c'est important, parce que derrière, forcément, il y a des retombées. Et il faut de la patience. Et là, aujourd'hui, moi, je peux le dire que je l'ai appris grâce à tout ce que j'ai fait et ce que je fais. Je pensais pas être aussi patient, mais forcément, quand on travaille, quand on est passionné et investi, les choses arrivent à un moment donné. Alors justement, avant de passer, peut-être aller un peu plus loin, la rigueur que tu as acquis, est-ce que tu l'attribues notamment à tes études de STAPS? Faut que je dise quoi là? C'est une question piège. Non. Ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, ce que tu as appris en management, est-ce que ça t'a permis de le réinvestir dans ton boulot d'agent administratif, dans ton évolution professionnelle, mais aussi dans ta rigueur de triathlète? Eh ben, moi je reste. Il n'y a pas de jugement de valeur. Non, pas du tout. Non, par contre, je reste. Forcément, la méthode de travail universitaire et en STAPS m'a donné une façon de travailler, de recherche, de montage de projet que j'ai gardé. Ça, c'est clair. Et ça m'a permis de. Là, aujourd'hui, je suis structuré parce que. Je pense que c'est toujours pareil, mais quand j'étais en STAPS, il y a quand même une grande autonomie sur notre travail. Donc c'est tout ça qu'on apprend et qui est important. Au point de ne pas venir en cours parfois.
Ah, ça, on le regrette après. Non, non, mais... Merci Robin, tu es bon dans mon sens. Non, non, si, ça apporte une grande autonomie, hein, ce qu'on fait à l'université, et ça, vous le verrez plus tard. On s'en rend peut-être pas forcément compte au début, mais c'est très important. Alors, se professionnaliser pour prendre du plaisir. Pardon. Je plie le micro. C'est ça. Donc, je vous l'ai dit, j'ai parlé que mes croisés où j'ai eu 3 fois, mais le nombre de blessures que j'ai eues depuis que j'ai fait du foot, je ne les compte plus. Alors après, peut-être une hygiène de vie qui n'était pas correcte, hein, une méthode d'entraînement qui n'était pas correcte. Mais il y a un moment donné où je me suis dit, il va falloir trouver une solution pour que je puisse prendre du plaisir et, pouvoir garder de façon pérenne ce que j'aime, quoi, le sport. Parce que même quand je me suis mis au triathlon derrière, à partir de 25 ans, bah forcément, je me mettais à la course à pied d'endurance, donc des blessures arrivaient au mollet, des petites tendinites, et du coup, je me demandais pourquoi. Aujourd'hui, je sais pourquoi, mais il y a un moment où j'ai pris une décision pour vraiment continuer le sport. Donc là, je vais faire un peu de pub parce que forcément, c'est ceux qui m'accompagnent. C'est aussi le lieu, hein, pourquoi pas. Vous allez voir que 2019, j'ai décidé de prendre une boîte de coaching, un coach personnel. Moi, à l'époque, quand je regardais... 2019, c'est là où tu te mets au triathlon de longue distance. À me professionnaliser. À te professionnaliser, pardon. À me professionnaliser, pour moi, c'est se professionnaliser parce que là, on a un accompagnement au quotidien. Donc, vous allez voir qu'il me fait mes séances aujourd'hui, semaine par semaine. On échange tous les débuts de semaine pour voir si tout va bien, ce qu'il faut adapter sur la pratique. Donc juste brièvement, My Tribe Coaching, c'est une boîte de coaching en triathlon, running, trail, cyclisme et tout ce qui s'ensuit. Elle a été créée par Fred Bellobre, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de votre époque, mais il a fait les Jeux Olympiques, faut pas que je dise de bêtises, c'était vers les années 2010, alors je ne sais plus. À Londres, je crois, ouais. Londres, et Charlotte Morel, qui est aussi une triathlète longue distance professionnelle, donc ils ont créé cette boîte-là. Et eux, leur objectif, c'est d'accompagner les triathlètes ou autres sportifs dans leurs projets sportifs. Comment as-tu découvert cette entreprise, en fait ? Eh ben, c'est après une recherche. Ça a été vraiment une recherche sur Internet, parce que là, si vous tapez coach en triathlon, course à pied, vous allez en avoir beaucoup. Et eux avaient un site internet, si vous voulez, où vous pourrez aller voir, mais qui est assez professionnel et structuré. Et donc du coup, je les ai contactés. On s'est mis en relation et leur approche était cohérente parce qu'ils mettaient bien en avant le côté personnel, professionnel et sportif. Et en fait, ils s'adaptent, toi, à ton planning, d'accord ? Si une personne a moins de temps, bah, ils vont faire, vous allez voir après les volumes d'entraînement qu'on peut avoir. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est l'adaptation. C'est ça. Que c'est le coach, l'entraîneur qui s'adapte à son groupe et non pas le groupe qui s'adapte au coach. Tout à fait. Et là, ils sont obligés de s'adapter parce que là, c'est nous qui allons le chercher. Mais s'il veut qu'on fasse les séances correctement, qu'on puisse être apte pour les séances, il est obligé de voir nos contraintes personnelles derrière. Alors, dans le cadre de ta professionnalisation de triathlète, on va dire ça, qu'est-ce qui t'a amené... Avant, tu t'entraînais, c'est toi qui faisais tes propres séances d'entraînement, j'imagine, qui programmait ton entraînement ou qui le planifiait. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à aller plus loin et que quelqu'un puisse t'organiser ça, en fait ? Ce qui m'a, alors du coup, le point déterminant, c'était les blessures. Je crois que le premier longue distance que j'ai fait, c'était en 2019 à Marbella. Et donc 6 semaines avant, je me suis blessé au mollet. Donc dans la préparation, c'était une déchirure au mollet, donc il y en a pour au moins 6 semaines. Du coup, j'ai eu beaucoup de frustration pour la course.
Donc après cette course-là, j'ai commencé à regarder et je me suis rendu compte aussi que j'avais besoin d'avoir un cadre et pouvoir m'investir dans un projet. Ça a été vraiment ça qui a été déterminant. Est-ce qu'il n'y a pas le côté aussi, c'est un peu reposant d'avoir des gens qui s'occupent de toi en fait? Et derrière, quand on a aussi une vie personnelle avec... Je ne sais pas si le mot reposant c'est ça. est Et ça a été l'époque, ce qui est contradictoire. Alors pas contradictoire parce que je ne contredis pas, mais on va dire quand ma femme a été enceinte, il a fallu que je trouve une solution pour gagner du temps. Ça a été ça aussi. Et du coup, quand ma fille est arrivée, j'ai commencé à m'entraîner plus. Ce qui est un peu paradoxal, mais voilà, ça a été ça et j'avais besoin de ça. Après, aujourd'hui, ma famille, elle le comprend. Et au niveau professionnel, je suis quand même pas mal pris et ça permet de gagner du temps sur la planification. Du coup, je voulais savoir, est-ce que dans votre staff, vous comptez du coup un nutritionniste, un préparateur physique et un préparateur mental ou... Elle devance. Tu devances, ouais. Vous verrez après que là, aujourd'hui, je suis bien entouré. Je suis bien entouré, j'ai préparatrice mentale, j'ai, vous verrez, ostéo, médecin du sport, kiné. Alors quand je dis j'ai, c'est plutôt du sens où je peux leur envoyer un message. Déjà, j'ai une réponse tout de suite sur ma question et si je veux, j'ai le rendez-vous le lendemain ou dans 2 jours, quoi. Donc c'est ça pour moi d'avoir une relation et puis un entourage. J'imagine que c'est rassurant pour toi. Et ça rassure, ouais. Ouais. Ça rassure parce que quand je suis arrivé à Caen et que j'ai eu ma blessure et qu'on m'a dit qu'il fallait attendre 3 semaines avant d'avoir un kiné, là je me suis un peu décomposé. Ouais. Donc quand tu as contacté cette entreprise, on va dire, là c'était simplement pour te construire tes séances d'entraînement, mieux les équilibrer pour éviter ou amoindrir les blessures. C'est ça. C'était pour mieux tu n'en étais pas encore au stade du staff complet. Ah non. Là aujourd'hui, vous verrez, en 2019, là j'avais personne. C'était vraiment pour avoir un coach. Et vous verrez, alors à l'époque quand j'ai commencé avec eux, ils travaillaient sur un tableau Excel. Donc on faisait nos retours sur le tableau Excel. Et mes planifications étaient par mois. C'est-à-dire que j'avais un retour à chaque fin du mois. Mais après, je me suis rendu compte que tous les mois, c'était compliqué parce que ça ne s'adaptait pas si tu te blessais au milieu du mois. D'accord ? Donc forcément, après, je me suis allé sur une autre formule où là, c'est semaine par semaine. Donc là, forcément, il y a des retours toute la semaine. Ça s'adapte la semaine suivante s'il y a des contraintes. Et ils sont professionnalisés encore plus aussi parce que là, vous voyez, il y a iDo Sport. Vous pourrez aller voir. C'est une application de coaching qui a été cofondée par Fred Bellobre-Rossi. Donc c'est pareil, il en existe plein d'autres. Mais en gros, tout est synchronisé. Donc en fait, on facilite tout le travail du coach, de l'athlète. Tout est synchronisé sur l'application, les séances, la fréquence cardiaque, les puissances qu'on met, les temps, les vitesses, les intervalles, vous pouvez tout retrouver. Alors, là, tu nous rappelles un conférencier, Franck Doudet, qui s'occupe de la préparation athlétique des arbitres de haut niveau en football et qui travaille de cette manière-là. Okay. Avec les montres connectées, il reçoit tout plein d'informations et à partir de là, il voit si les arbitres, parce qu'il ne peut pas suivre tous les arbitres de France en même temps, et donc il dispatche, il travaille beaucoup en télétravail, et il dispatche toutes les informations en conséquence aux arbitres qui se préparent au match. C'est ça, parce que aussi, je ne l'ai pas dit, mais My Tribe Coaching, ils sont basés à Nice. Alors vous vous doutez bien que je ne les vois pas, donc forcément, c'est à distance. Pourtant, il y a un camp Nice qui va vite maintenant en avion. C'est ce que je me suis rendu compte. C'est pas bon pour l'empreinte écologique, mais... Non, mais voilà, donc on est en relation, mais relation téléphone ou message. Et c'est ce qui facilite donc avec les ceintures. Donc aujourd'hui, on est connecté et on peut travailler de cette façon-là. Justement, vous utilisez quel outil connecté ? C'est-à-dire par exemple Garmin ou quelque chose autre que cela ? Alors les outils que j'utilise qui sont importants, donc c'est Garmin, la montre connectée pour la course à pied, une ceinture
une ceinture cardiaque, parce que c'est ce qu'ils vont, vous allez voir sur les planifications d'entraînement, quand je vais rentrer dans les détails, c'est ce qu'ils recherchent. Et puis à vélo, la puissance, capteur de pédale, capteur de puissance via les pédales. Ouais, donc j'imagine que tout ça, ça demande de l'investissement financier, entre autres. C'est de l'investissement financier qui s'est fait au fur et à mesure. D'accord, j'ai pas tout eu dès le départ, mais aujourd'hui c'est vrai que le niveau a augmenté, les nouvelles choses sortent et forcément on investit dedans. Ouais. Donc ton premier Ironman en 2019? Non, vous allez voir 2021. Ah oui, donc 2 ans de préparation. 2019 c'était un L. D'accord, très bien. 2 ans de préparation. Mais il y a eu le Covid, c'est ce que j'ai dit. Normalement ça devait aller un peu plus vite, mais il y a eu le Covid. Voilà un peu, comment dire, le chemin que j'ai fait depuis 2019, depuis que j'ai dit que je commençais à me professionnaliser. D'accord? Donc, juste pour rappeler, l'idée au départ, c'était de prendre du plaisir et ne plus se blesser. D'accord? J'avais pas du tout d'ambition d'aller à Hawaï, au championnat du monde. Ça n'a jamais été au départ un objectif. Alors forcément, ça fait rêver, mais quand on est loin du rêve, on n'y pense pas forcément. Et donc 2021, j'ai fait mon premier Ironman. Donc là, la photo qui est en bas, c'est l'Ironman du Portugal, donc à Cascais. C'était en octobre 2021 où je fais 9h54 sur le premier, ce qui était assez satisfaisant pour moi parce que c'est vraiment une découverte. Vous verrez qu'en fait, sur la suite, sur un Ironman, il y a beaucoup de paramètres comme je l'ai dit au début. Alors, moi j'ai un peu des difficultés à mesurer ta performance. 9h54, ça me paraît une pratique énorme, de suite, hein, bien sûr. Un ordre d'idée par rapport au premier, par rapport au dernier, tu te situes où à ce moment-là? Alors là, ça dépend des courses, mais sur le Portugal, le premier, il avait fait 9h. Donc tu n'es vraiment pas loin, quoi. À 54 minutes, quoi. Ouais, c'est ça. À l'époque, c'était très bien. Et puis ça peut aller jusqu'à, je crois que le cut-off, c'est on va dire la voiture balai qui ramasse les gens quand le temps est dépassé. C'est 16 heures de course. D'accord, donc ça peut aller jusqu'à. Donc là, on est vraiment dans le haut niveau, dans le très haut niveau, donc. Là, ça commence, 9h54, ouais, c'est bien. Et du coup, donc 16 heures, donc les courses démarrent généralement vers 7h, 8h, et certains arrivent vers 23h. Hein. Donc ça fait une longue journée. Les premiers vont arriver vers 16h. Combien de participants sur un tel sur un tel Ironman? Alors ça dépend des courses, mais là, généralement, sur les grosses courses Ironman, on est 2000 à peu près. Donc en finissant à 54 minutes derrière le premier qui est à 9h, tu t'es situé à peu près à quel niveau? Là, je devais être dans les 150. Bon, voilà. Hein. De mémoire, ouais. Restons humbles alors. Et c'était une très belle course. Je crois que c'était une de mes plus belles. Peut-être que c'était parce que c'était la première. C'était surtout ça. Et donc vous verrez qu'entre 2021 et 2024, il y a eu quelques courses Ironman. Donc après, l'objectif a fait que je me suis rendu compte que je pouvais encore progresser. Et on va dire en 2022, là, j'ai vraiment commencé à penser à Hawaï en me disant que c'était faisable de se qualifier pour les championnats du monde. Alors, avant la question d'Ève, à quoi tu as vu que tu pouvais encore progresser? Parce que pour moi, les sports d'endurance, c'était vraiment inconnu. Hein. Dans le foot, et je vais le dire, dans le foot, j'aimais pas courir. J'aimais courir qu'avec un ballon. C'était avant-centre? Non, même pas, j'étais milieu en plus. J'étais milieu relayeur. Mais il me fallait quelque chose pour courir. Et aujourd'hui, c'est vrai que je trouve du plaisir dans l'endurance. Du coup, je voulais savoir quelles étaient les compétitions que vous avez fait pour vous qualifier et combien il en faut pour se qualifier pour l'Ironman d'Hawaï.
Ouais, vous verrez mes courses juste après, mais du coup, j'ai dû faire 7 Ironman. Et en fait, pour se qualifier au championnat du monde, quand on n'est pas quand on n'est pas dans la catégorie professionnelle, on va dire qu'on est amateur, on est en catégorie d'âge. Et tu dois te qualifier dans ta catégorie. En gros, tu reçois un slot dans ta catégorie, donc il faut arriver dans les premiers, donc les catégories. Moi, je suis pour le moment en 30-34. Et c'est pas un nombre de courses que tu dois faire, tu peux l'avoir sur ta course. D'accord? Et donc là, la photo que j'ai ici, c'est l'Ironman de Copenhague que j'ai faite en août dernier. Ouais. Bonjour, je m'appelle Corentin en spécialité handball. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez des sponsors. Alors ouais, aujourd'hui j'ai des sponsors, on va dire depuis 2 ans ou 3 ans, qui m'aident pour financer mes voyages, ma pratique, surtout mes déplacements. Forcément, ça a un coût. Et à savoir que quand on est amateur, qu'on se qualifie à Hawaï, on doit payer notre inscription quand même. Alors, plus tu le t'es voyage, professionnalisé, mais tu es considéré comme un amateur. mais on est considéré comme amateur. Ouais, c'est ça. Ça, c'est important quand même à préciser. C'est ça. Faut savoir que le budget pour Hawaï, je pense que j'ai pris la fourchette basse, hein, mais c'est 8 000 €. Hein. Et donc, vous allez voir aussi que je me suis qualifié. J'ai eu 2 mois de délai pour tout préparer. Donc, ce qui a fait Alors justement, puisque tu parles de délai, entre 2021 et 2024, tu as dit que tu avais fait à peu près 7 Ironman, c'est ça? Ouais. Voilà. Et les périodes, alors il y a combien de temps entre chaque Ironman? Tu as une fréquence? C'est toi qui les décides? Enfin, comment ça se passe? Et du coup, je le décide avec le coach, parce que c'est pareil. La boîte de coaching et mon entraîneur, ça me permet aussi de me canaliser, parce que forcément, j'ai envie de faire beaucoup de compétitions. Et en fait, j'en fais pas beaucoup. Vous verrez dans ma planification de saison, j'ai presque pas de course, parce que les Ironman, la préparation est longue, monotone aussi, hein, clairement, et après une course, on est un peu fracassé quand même, aussi bien physiquement que psychologiquement. Donc on a un bon mois pour se remettre de sa course. Voilà, donc du coup, ça c'est ma distance favorite, et donc toutes les courses que j'ai pu faire depuis 2021, vraiment que la distance phare pour moi. Donc je suis allé à Deauville, mais je crois qu'il n'existe plus maintenant. J'ai fait l'Ironman de Vichy, où là j'avais obtenu ma première qualification. Le problème, c'est que j'avais pas saisi qu'il fallait être présent sur place pour avoir son ticket. Du coup, je l'ai pas eu. Donc c'est là que je me suis rendu compte qu'on allait pouvoir travailler sur ça pour les prochaines courses. Alors qu'entends-tu par tu t'es rendu compte qu'il fallait être sur place pour Alors avoir son quand je ticket? dis je me suis rendu compte qu'il fallait être sur place, c'est qu'Ironman ils sont assez forts au niveau marketing, parce qu'Ironman, il faut savoir que c'est une marque, hein. La distance en France, on l'appelle XL, mais c'est les mêmes distances. Donc eux, sur place, ils veulent qu'on soit aux cérémonies, on appelle ça les slot allocation, le lundi, pour venir le chercher quand ils nous appellent par notre prénom pour récupérer notre ticket pour Hawaï pour les championnats du monde. Et donc, toi, cette t'étais pas là. course-là, je n'étais pas là le lundi parce que je travaillais. Donc tu as raté ton... Et donc, j'ai raté le slot à l'époque en 2022. Mais bon, après, c'est pas grave, parce que ça m'a permis, comme je l'ai dit dans ma philosophie, de me remettre en question, de persévérer et de progresser encore plus. Parce que peut-être que si je l'avais pris à l'époque, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et voilà, c'est des choses des aléas qui font qu'on avance. Dis-nous, comment ça se passe alors? L'Ironman d'Hawaï, c'est le summum, quoi, en fait. Alors pour tout triathlète longue distance, hein, c'est vraiment, on va dire, la course mythique, parce que la distance Ironman, donc les distances qui sont citées au-dessus, elles ont été faites sur l'île d'Hawaï dans les années de mémoire 70
par des militaires. Donc et c'est là qu'ils ont commencé à... C'est une vieille pratique alors. C'est une vieille pratique sur ces distances-là. Et c'est vraiment mythique parce que alors, maintenant, les championnats du monde à Hawaï, c'est tous les 2 ans. Par exemple, cette année, c'est à Nice en septembre. De ce que je vois, ce qui anime les triathlètes, c'est vraiment d'aller là-bas à Hawaï. Hein. Clairement, c'est ça. C'est le contexte. Tu cours un Ironman comme à Vichy, là. Tu fais ton temps. Et à la suite de cela, tu as un slot pour Hawaï. C'est ça, quand tu te classes dans tes catégories, ouais. Parce que, par exemple, sur chaque course, tu sais combien tu as de slots ou de tickets avant le début de course, mais tu ne sais pas combien tu en as par catégorie d'âge. D'accord? C'est suivant le nombre de personnes par catégorie à l'arrivée. Donc, dans la nuit, je pense vers 23h minuit, quand tout le monde est arrivé, ils donnent le nombre de slots par catégorie. Donc il y a une part d'incertitude. Il y a toujours une part d'incertitude. D'où l'importance peut-être de ne pas se focaliser sur cet Ironman de Hawaï pour pouvoir réaliser sa performance. C'est ça. Ben, vous verrez après quand je parle un peu de préparation mentale que ouais, il faut se détacher du résultat parce que de toute façon, sur un Ironman, il y a beaucoup de paramètres et voilà, il y a aussi les autres concurrents. Forcément, il y en a qui sont meilleurs que toi et même si tu fais une superbe course, tu peux arriver dans les 10 de ta catégorie. Hein. C'est normal. C'est bien parce que tu abordes la question de la performance, objet du cours de ce matin auquel vous avez tous participé et sur lequel on a soulevé ces questionnements que tu abordes. Donc c'est parfait. Et donc voilà, donc j'ai fait Vichy, Nice, Barcelone où ça a été vraiment une course où ça a été une hécatombe parce que il a fait très chaud et je suis pas très adepte de la chaleur et je m'étais pas préparé en conséquence. Donc ça a été on va dire un long chemin de croix jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est sur celui-ci que tu m'avais raconté que tu t'étais mise un peu la pression une semaine avant. Et il y avait une grosse pression du résultat. Parce que tu voulais absolument aller à Hawaï ou quelque chose comme ça, non? C'est ça. Il y avait une grosse pression du résultat que je m'étais mis. Parce que je voulais me qualifier 1 an à l'avance pour me permettre, pour me laisser le temps de me préparer. C'était essentiellement ça. Et en fait, je me suis brûlé les ailes parce que j'étais fatigué le jour de la course et j'avais pas pris en compte tout ce qui était important, quoi, le contexte de la course. Et ça a été une belle claque, mais ce qui m'a permis aussi de continuer à réfléchir pour avancer. Et pour arriver ensuite à l'Ironman de Copenhague, qui a été fait en août 2024, où là je fais l'Ironman en 8h40 et du coup je me qualifie. Tu passes de 9h54 sur le premier à 8h40 C'est ça. D'accord, ok. Alors après à Barcelone j'avais fait 9h26, les chronos descendaient quand même au fur et à mesure parce que forcément on progresse. Vous verrez avec le volume d'entraînement, il y a quand même un investissement assez énorme, donc il y a forcément une progression. Mais là, ouais, l'Ironman de Copenhague, tout s'était bien passé, tout s'est déroulé au niveau nutrition, mental, matériel aussi. Pour Copenhague, pardon, tu étais déjà accompagné sur le plan mental ou c'est après? Non, vous verrez que je m'entoure de personnes d'année en année. J'ai eu la question tout à l'heure pour la nutritionniste ou un nutritionniste, donc ça c'est vraiment le point que je n'ai pas encore, mais d'année en année j'essaye d'amener des personnes autour de moi, de découvrir de nouveaux concepts qui permettent de m'améliorer. Ouais. Il me semble de mémoire que, puisque tu reviens sur la nutrition, mais peut-être que tu as prévu d'en parler, tu as une particularité dans ta façon de t'alimenter, je crois. Et ouais, du coup, je suis végétarien, je mange pas de viande, mais du coup, je compense avec d'autres aliments. Oui, parce que les protéines. Protéines avec les lentilles ou d'autres choses, mais ouais, la viande n'est pas nécessaire pour faire ce sport-là ou même dans le quotidien. Hein. C'est pas forcément. Il faudrait que je fasse, moi, de devenir végétarien. Après, je dis pas qu'il faut pas en manger, mais moi, du coup, j'ai fait ce choix-là. Après, c'est plus on va dire des convictions personnelles.
Alors la viande blanche, je pourrais en manger. Après, je sais que la viande rouge, ça ne va pas avec ce que je fais. Du moins pas dans les séances spécifiques. Ouais. Justement, pour substituer à la viande, est-ce que vous prenez des compléments alimentaires? Non. Non, je prends pas de compléments alimentaires. Ça, je fais pas forcément... Alors, je fais attention à ce que je mange, mais voilà, je suis pas encore dans ce mode de peser, bien faire attention à ce que j'ai dans mon assiette. Alors, je fais pas tout ce qui est transformé, toutes ces choses-là. C'est moi qui cuisine, j'aime ça. C'est aussi une autre petite passion que j'essaye de développer quand j'ai le temps. Mais je fais surtout attention d'avoir voilà, des féculents, des légumes, des protéines, toutes les choses essentielles. On continue, donc on rentre un peu plus dans le dur, là. La planification de la saison. Ouais. À tes distances favorites, ça te va, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, non, c'était juste pour Hawaï, tu l'as obtenu à Copenhague. À Copenhague, ouais. C'est là où tu disais que tu avais eu une préparation relativement courte. Ouais, c'est ça, je voulais finir sur ça entre les deux parce que c'est ça qui est important. Vous verrez dans une préparation, généralement, pour un Ironman, mon entraîneur, on se focalise 8 à 12 semaines sur l'objectif. Et du coup, là, j'ai eu que 8 semaines où, comme je vous ai dit, pour se remettre de l'Ironman de Copenhague, il m'a fallu un bon mois. Et derrière une préparation spécifique pour Hawaï parce qu'il a fallu se préparer pour l'humidité, la chaleur. Donc il y a eu beaucoup de home trainers dans ma cave, on va dire, parce que j'ai une salle de sport voilà, fermée avec un tapis de course où là j'ai passé de longues heures à l'intérieur pour bien transpirer, bien être dans un endroit humide pour que ça soit en condition avant la course. Tu as recréé les conditions météorologiques dans ta cave, quoi. Ouais, j'ai fermé les portes parce que certains triathlètes vont aller jusqu'à mettre le chauffage ou ces choses-là. Après, je trouve qu'on est, d'un point de vue écologique, on n'est pas très bien placé non plus, donc on ne va pas non plus en rajouter. Donc je fermais juste les portes. C'était déjà suffisant, mais ça a permis de pallier quand même et de faire une bonne course. Même si j'avais que 2 mois de préparation. Je suis arrivé pareil, j'ai mis tout en œuvre parce que je suis arrivé 10 jours avant et généralement pour s'acclimater à la chaleur, on dit que 10 jours c'est le minimum quoi, pour s'adapter aux conditions. Et le jour de la course, je l'ai ressenti parce que n'étant pas très adepte à ce climat-là, ça s'est plutôt bien passé. Et donc là, j'ai réussi à faire une course correcte, de bout en bout, avec beaucoup de plaisir, où je l'ai fini en 9h16. Une question ? Bonjour, je m'appelle Robinson. Je voulais savoir, spécialité combat, et je voulais savoir si pendant vos 10 jours d'acclimatation, vous vous êtes quand même entraîné. Ouais. Ouais, alors vous verrez dans les périodes, on appelle ça la période d'affûtage. On réduit le temps d'entraînement, les intensités, mais on continue à s'entraîner, mais c'est beaucoup moins important que pendant les périodes spécifiques. Alors sur les termes, n'hésite pas, parce que normalement tu as affaire à des spécialistes, ils sont en entraînement sportif, donc normalement toutes ces questions, ils connaissent. Ils doivent connaître. Mais donc là les 10 jours j'étais vraiment dans cette période-là, mais il a fallu aussi, dans ce délai un peu court, il a fallu bien récupérer parce que la semaine d'avant, course, c'était pas la plus simple au niveau récupération. Et faire attention à tout ça. Sachant que le voyage est long. Décalage horaire, ouais. À l'aller, on a mis, je crois que on a mis 20 heures pour y aller, et il y a 12 heures de décalage. Du coup, jusqu'à la course, je crois qu'on n'a pas réussi à s'adapter à ce décalage-là. On se réveillait à 3 heures du matin. On a été décalé tout du long, mais bon, après c'est le jeu.
Est-ce que vous utilisez des outils spécifiques pour la récupération? Non, de la ceinture. Non, non, des outils, non. Après, il en existe pas mal que j'aimerais utiliser, mais ça a un coût aussi. Les bottes, toutes ces choses-là. Si je peux utiliser, alors quand je peux l'avoir avec moi, j'emmène mon rouleau de massage. Et la récupération, ce que je fais beaucoup, je fais pas mal de yoga et de respiration. D'accord, pour essayer d'évacuer. Donc là, on va rentrer dans ta planification. Hein. Donc, ce sont des mots que vous connaissez toutes et tous. Ouais, là, je vais passer dans la planification d'une saison. Donc, du coup, maintenant, ça va être plus sur ce que, sur ce que je vais faire sur les 2 années à venir. Parce que souvent, c'est un peu le problème, on le dit souvent quand les personnes qui font un marathon ou qui ont un gros objectif, bah derrière, il y a un peu un down où tu sais plus trop quoi faire ou avancer. Et ben du coup, moi, juste après Hawaï, 2-3 jours après, je l'ai évité pour tout de suite me focaliser sur un nouvel objectif personnel, c'est-à-dire de retourner là-bas. Surtout que ma femme et ma fille m'ont dit qu'elles voulaient y retourner, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc ça a été mon premier objectif parce qu'il faut... Quand on arrive sur l'île, même un mois avant, il n'y a que des triathlètes et l'île vit pour ça et c'est quand même énorme pour un amateur de vivre ça. Donc ça a été mon premier objectif dans ma tête et mon deuxième objectif sur Hawaï, c'est de descendre sous les 9 heures sur les championnats du monde, sachant que c'est une course où il y a 1600 mètres de dénivelé avec beaucoup de vent. Donc en vélo, même si c'est sur une autoroute, parce qu'on fait un aller-retour sur une autoroute, 90 km dans un sens et 90 km de l'autre. C'est un contexte particulier quand même de rouler sur une autoroute, non? C'est particulier. C'est pas la. Alors on va dire que c'est. Comment tu fais là, pour t'entraîner en France sur une autoroute? Là, je vais jusqu'à Falaise. Il y a une grande route. Tu as le droit? Non. Mais non, c'est pas la plus belle course que j'ai faite au niveau, on va dire, parcours et paysage. C'est vraiment le contexte qui est énorme parce que même la course à pied, au niveau mentalement, c'est compliqué parce qu'on recourt sur la même autoroute. Donc on refait un aller-retour dessus. D'accord. Donc il y a quand même le côté, le gros travail sur soi, basé sur l'abstraction de la monotonie en fait. Hein. C'est ça. Tout à fait. C'est intéressant. Hein. Donc du coup, ça c'est mon objectif, on va dire jusqu'en 2026, parce que je l'ai dit, c'est tous les 2 ans. Donc là, ce serait pour se qualifier en octobre 2026. Alors, vous voyez, là, l'année dernière, on a eu un cours, vous avez eu un cours dispensé par mes soins, bien sûr, qui s'appelait du projet à la situation d'entraînement. Eh bien, Robin, là, rentre dans le cœur du problème. Là, on est sur le projet visé. 2025-2026, se qualifier à nouveau pour les championnats du monde. Vous voyez ? Et du coup, là, j'ai mis descendre sous les 4 heures sur Alf. Donc ça, c'est la distance L. Donc là, un projet mesurable. C'est ça. Basé sur un résultat. Et moins loin, parce que du coup, en mi-mai, je vais faire les championnats du monde Alf en Slovaquie, à Saint-Morin, le 18 mai. Alors, Alf, qu'est-ce que tu entends par là? C'est L, c'est 1900 mètres de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon, donc 21 à pied. C'est un parcours très roulant et du coup, voilà, je me suis mis un objectif sur cette course-là. Parce qu'on dit généralement qu'il faut 2 à 3 gros objectifs sur la saison et après on tourne autour avec des objectifs secondaires. D'accord? Donc c'est pour ça que en dessous j'ai mis les objectifs principaux. Donc cette année, il y a 2 gros objectifs comme je l'ai dit sur le championnat du monde Alp Challenge en Slovaquie et mon deuxième gros objectif ça sera en septembre sur l'Ironman du Pays de Galles. Où là, je veux aller à cette course-là pour me qualifier au championnat du monde à Hawaï. D'accord? Donc mes 2 objectifs sont planifiés pour la saison. Alors celui de Slovaquie, ça va
te permettre de faire quoi par rapport à celui du Pays de Galles? Ça te permet, c'est une étape intermédiaire? Alors c'est une étape intermédiaire, hein, parce que là, ça me donne... En gros, c'est les championnats du monde. L'objectif dessus, c'est de descendre sous les 4 heures. Mais après, derrière, j'obtiendrai rien du tout, parce que je me suis qualifié sur cette course-là aux Canaries l'année dernière. Il fallait déjà se qualifier pour rentrer. C'est pareil, il faut se qualifier, ouais. Mais bon, après, je vais pas tout remettre en avant, non. Mais parce que c'était pas mon objectif principal. Mais ça reste une course où je veux bien figurer. Et les championnats que tu fais, tu les fixes, comme tu le disais tout à l'heure, avec ton coach de Nice. C'est ça. En début de saison, je lui propose début de saison, je lui propose une planification et il me dit si c'est viable ou pas viable. D'accord. Parce qu'on n'est pas forcément objectif quand on le fait soi-même et lui, il me permet des fois de me recentrer. Bonjour, moi c'est Babin Nino en spécialité foot. Je voulais savoir quels sont les parcours les plus beaux ou les plus plaisants que vous avez fait, l'Ironman les plus plaisants que vous avez fait. Alors le contexte c'est Hawaï. Après en niveau parcours, on va dire Nice, le Portugal. Et après sinon j'en ai fait un très beau dans le Vercors, mais ça c'était pas une marque, c'était pas la distance Ironman, c'était plus un triathlon extrême. Mais cette course-là, tu t'es jamais attaqué à celui d'Embrun? Non, ça reste quelque chose où... C'est quelque chose qui est dans ma tête, mais le problème c'est que je peux pas, en gros je peux pas être partout, il faut que je fasse des choix. Donc aujourd'hui c'est vrai que c'est l'Ironman d'Hawaï avec des objectifs de temps, mais un jour j'aimerais partir sur des triathlons un peu plus extrêmes, comme le Norseman ou toutes ces courses-là. Mais ça, c'est... Norseman, explique-nous un peu, là. Donc le Norseman, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le triathlon qui est considéré le plus extrême, où là, on fait ça en Norvège, on part au milieu des fjords en bateau, on saute dans l'eau, on part pour 3,8 km, donc l'eau est assez froide. Relativement froide. C'est ça. Et après, on part pour 180 km de vélo avec beaucoup de dénivelé. Alors, je ne vais pas vous redire exactement, mais je crois qu'on tourne autour de plus de 3000. Et après, on finit par un marathon avec en gros du trail où on monte du dénivelé pour aller au Gerstappen pour finir la course. Alors, tu disais tout à l'heure que tu étais relativement seul dans cette activité. Mais là, je te vois avec un maillot du country, là. Tu représentes quelqu'un quand tu cours Alors ouais, vous verrez que j'ai plusieurs tenues, mais donc là, je suis avec la tenue du country parce que je suis au club du countryathlon quand même. C'est important d'avoir une structure. Grâce au country, moi, je peux nager parce que c'est plus facile d'apprendre à nager avec quelqu'un qui est au bord du bassin pour se corriger. Et d'avoir aussi, un soutien, parce que grâce au country, par exemple, j'ai pu avoir des aides du département pour aller à Hawaï. Ça aide. Léonard Bénet, spécialité handball, et originaire de La Ferté aussi. Ok. J'aurais voulu savoir du coup, comme il n'y a pas d'inscription, c'est pas nécessairement obligé d'être licencié dans un club pour s'inscrire au triathlon. Est-ce que être licencié dans un club, ça permet c'est nécessaire pour débuter la discipline ou pour entrer dans la performance? Alors, entrer dans la performance, je dirais entrer dans la performance, pas forcément, parce que je m'entraîne beaucoup seul. Comme je le dis, la natation, j'y vais parce que ça permet d'avoir un coach au bord du bassin. Mais par contre, je ne peux pas aller m'entraîner sur des séances à pied parce qu'eux vont travailler plutôt la VMA ou la distance courte. Donc, je m'entraîne de mon côté. Par contre, quand on débute le triathlon, pour moi, c'est important d'aller dans un club. Ouais. Vraiment pour débuter, ouais. Donc du coup, donc mes deux gros objectifs. Et derrière, en fait, ma saison, je mets des objectifs secondaires. Où là, c'est pas forcément les courses auxquelles où je vais être en forme physiquement ou au pic de ma forme. Ça, je pense que vous l'avez vu aussi. Mais ça va me permettre de mettre des dossards.
et d'animer ma saison. Parce que si je fais que 2 courses dans la saison, c'est vrai que ça peut être un peu long et monotone. Je voulais savoir aussi combien ça vous coûte une inscription pour les gros Ironman. Alors le coût, un Ironman, on est à, alors en plus ça augmente tous les ans, mais on est à 700 €. 700 € et je vous ai dit tout à l'heure que pour Hawaï, quand on est amateur et qu'on gagne notre ticket grâce à notre performance, on paye cash 1500 € le lundi. Et on est plus de 2500 triathlètes à Hawaï, dans le monde entier bien sûr. Donc c'est pour ça que les sponsors, ceux qui n'ont pas de sponsors, c'est qu'ils ont un gros portefeuille, et ceux qui ont des sponsors derrière, il y a toute une construction. Donc c'est tout ce que j'ai entrepris en STAPS, dans mon travail, le montage de dossiers, aller frapper aux portes, voilà, il n'y a pas que le sportif derrière. Oui, je voulais savoir au niveau de l'entraînement, une semaine un peu type, niveau heure dans chaque discipline. Ouais, je crois que juste après, je crois que je vais y arriver. Là, je vais vous montrer le volume d'entraînement, des séances spécifiques que je fais sur la distance et une semaine type que je peux avoir sur la période Ironman. Ce que tu appelles les objectifs secondaires, ce sont des compétitions qui te permettent de quelque part de t'entretenir ou de maintenir un certain niveau de motivation. C'est garder la motivation et de m'animer tout au long de la saison et de voir où j'en suis aussi. Et c'est des courses aussi que j'aime faire. Par exemple, le Survivor, je le fais tous les ans parce que c'est celui de la Ferté-Macé où j'ai commencé. Après souvent, alors je pense que je vais changer les prochaines années parce que ça fait 2 ans que j'essaye de faire un 10 km, mais ça fait 2 ans que j'y arrive pas parce que physiquement je suis pas encore prêt. Là cette année j'ai dû arrêter au bout de 3 km. Ouais, parce que c'est des allures que j'ai pas l'habitude, je pense, que mes muscles sont pas forcément faits pour ça et du coup mes ischios m'ont dit stop. Donc voilà, c'est des choses, mais ce que j'apprends, c'est d'arrêter, parce que peut-être que quelques années derrière, j'aurais continué, j'aurais aggravé la blessure. Donc le prochain objectif, c'est le Summit de Bayeux, et en fait là, comme on l'a dit tout à l'heure, s'éloigner du résultat. Je pense que je m'étais mis un peu trop de pression sur le 10 km. Sur la ronde des Galettes, c'est à Douvres, hein, c'est ça? Douvres, la Délivrande. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc tu t'es arrêté au 3e. C'est ça. Donc ça, c'est drôlement intéressant dans la vie de l'athlète de voir qu'il y a des moments plus ou moins joyeux, on va dire, j'imagine. Oui. Il y a beaucoup de moments qui sont... En fait, faut prendre plus de recul parce qu'en soi, il n'y a rien de grave, mais il y a beaucoup de moments où il faut accepter d'être patient, de savoir s'arrêter, de faire peut-être un peu moins. Et c'est à ça que les coachs aident aussi, parce que quand on est tout seul à faire sa planification, se remettre en question et se stopper. Oui, c'est indispensable d'être accompagné, je pense, parce qu'effectivement, on ne peut pas tout faire tout seul. C'est ça. Voilà pour la planification. Donc sur une année... sur 2024, moi j'ai plusieurs phases, ça je pense que vous l'avez appris. Généralement, moi la saison de triathlon, ça va de novembre à début octobre. Alors avec Hawaï, elle s'est prolongée à fin octobre. Mais voilà, d'octobre à début novembre à fin octobre. Donc on commence toujours par la préparation générale où là il me fait une préparation de 5 à 6 mois. D'accord, vraiment préparation où le vélo ça reste en endurance avec un peu de PMA, où la course à pied on est beaucoup sur l'endurance ou l'endurance musculaire et on fait beaucoup de préparation générale. De PPG. Oui, donc tu es surtout sur des activités aérobies, si je comprends bien. C'est ça. Ce qui peut peut-être expliquer aussi la difficulté que tu as rencontrée à la Ronde des Galettes, où tu es sur une activité plus intense peut-être. Ouais, après vous verrez que moi sur les entraînements Ironman, je travaille beaucoup, on va dire, en aérobie. Je travaille sur les 7 zones de la fréquence.
cardiaque, où là, je suis plutôt en zone 4, et sur un 10 km, on va être plutôt sur la zone 6. Et ça, ces allures-là, moi, je les travaille très peu. Et ça. Est-ce que tu peux expliquer très rapidement, en quelques secondes, ces histoires de zones là, concernant la fréquence cardiaque? Je suis pas sûr que nos étudiants soient forcément au courant. Du coup, les 7 zones sur Haïdou, elles sont bien classées. Alors en fait, comment dire, mon coach il me fait souvent un test demi-Cooper en début de saison, où là c'est 6 minutes à bloc autour de la piste, où il faut aller alors être le plus régulier possible, mais faire la plus longue distance possible. La plus longue distance possible en 6 minutes, ouais, c'est ça. Et donc là, on va prendre la fréquence cardiaque haute. Comment ? C'est pas un Cooper complet? Non, c'est pas complet, ouais, parce que 12 minutes tout seul, des fois, c'est aussi ça. C'est pour ça qu'ils mettent 6 minutes. C'est plus facile à tenir. Et donc là, on va prendre la fréquence cardiaque haute qu'on va remettre sur notre application. Et l'application, elle va nous calculer les 7 zones. Et en gros, on va dire que la zone 1, ça va être si je prends la course à pied, ça va être souple, d'accord ? Il n'y aura pas d'intensité ou de fatigue ressentie par la personne. En zone 2, on va être en endurance fondamentale. En zone 3, on va commencer en étant en endurance active, en touchant quand même le seuil ventilatoire 1. La zone 4, on va être vraiment dans l'intensité modérée en seuil ventilatoire 1. Et là, après, quand on passe en zone 5-6, on va être sur on va commencer à toucher au seuil ventilatoire 2, d'accord, pour arriver à la 7, où là, c'est de la vitesse, c'est du sprint. Alors, je te remercie pour cette précision. Si, c'est très clair, justement. C'est très bien résumé. Et surtout, ce qui montre à nos étudiants, surtout là, c'est que tu montres une très bonne connaissance de l'aspect physiologie du sport, enfin, physiologie de l'effort, pardon. Connaître son activité, avoir des bases de connaissances, enfin, plus que des bases même, des connaissances approfondies sur la physiologie de l'effort, pour réaliser ce que tu fais, ça semble indispensable pour savoir où tu vas en fait. C'est ça. C'est vrai que si j'avais fait la conférence, on va dire il y a 3-4 ans, je n'aurais pas ressorti tout ça. Mais là, depuis 2-3 ans, je regarde vraiment ce que je fais. D'accord ? On va dire qu'au début que j'ai commencé, je suivais vraiment ce que me disait mon coach, sans vraiment réfléchir. Et aujourd'hui, je réfléchis, il me demande beaucoup, on travaille beaucoup sur l'échelle de Borg, sur le ressenti. Parce que, sur combien ? Sur 0 à 5, 0 à 10 0 à 10. 0 à 10 0 à 10, parce que, voilà, il y a des fois, il m'a même remis en début de saison, il m'a remis en question sur l'endurance fondamentale parce que je courais quand même encore un peu haut, et il m'a dit d'être vraiment sur un ressenti sur 3 sur 10 pour par exemple une endurance où ça laisse pas de traces et ça permet d'enchaîner les séances derrière, et au fur et à mesure je me rends compte de tout ça. Ouais, non mais là ça devient intéressant parce que ton coach te permet d'être acteur de ton activité en fait. Hein, chose que tu n'avais peut-être pas avant, quoi. C'est ça. Donc voilà, on travaille autour de tout ça. Et derrière, après, on va rentrer dans une préparation spécifique, généralement d'avril à mi-juin, donc c'est vraiment suivant la planification. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais là, pendant quelques années, j'ai fait 2 Ironman par an. Donc ça bloque forcément, là en dessous c'est bien mis entre 8 et 12 semaines de préparation. Donc forcément la saison, elle est vraiment centré sur ça. Cette année, j'ai fait différemment. J'ai pris qu'une course Ironman, distance Ironman, et derrière, je vais faire que des distances L parce que c'est moins traumatisant et ça me permet peut-être de changer aussi de méthode d'entraînement parce que depuis quelques années, je faisais que ça. Vous allez voir que c'est des longues sorties, on passe de longs moments seuls. Et des fois, moi j'aime ça, mais voilà, faut l'accepter. Même chez nous, le temps, il n'est pas forcément au top tous les jours, donc partir dans le froid, c'est pas toujours le plus agréable. Donc nous, on a une hiérarchie, hein, enfin une organisation sur une planification entre macro, méso, micro. J'imagine que tu connais ça. Ouais. Entre 8 et 12 séances pour préparer
ton Ironman, tu mettrais ça plutôt dans le méso ou dans le macro Moi, je le mettrais dans le méso. Ouais, c'est ça. C'est vraiment spécifique. Le macro, pour moi, ça va être la préparation générale. C'est ça, 5 ou 6 mois, ouais. Ouais. Et puis le méso, vraiment spécifique Ironman. Et après, le micro, ça va être plus où il me fait travailler des choses spécifiques sur les semaines. Voir à l'approche de l'épreuve, ouais, peut-être aussi. C'est ça. Bon, ça va, je peux devenir ton coach. Hein. Non, je plaisante. Avec plaisir. Non, je ne serai pas aussi performant que tes professionnels. Donc voilà. Donc en gros, ça c'était ma saison 2024 et vous voyez que pour Copenhague, j'ai vraiment mis 8 semaines et derrière j'ai eu 8 semaines pour Hawaï. Donc c'est le minimum, hein, 2 mois de préparation. Et donc ça c'était en 2024. Ouais. Cette année ça va être un petit peu différent puisque tu Cette fais année, c'est un seul Ironman. Vu que je fais le Pays de Galles en septembre, la prépa Ironman elle va commencer. Alors question sur le plan mental. L'année Mi-juillet. dernière, tu en as fait 2, je crois, c'est ça? C'est ça. Voilà. Peut-être que mentalement, tu peux te dire, si j'en ai 2, je peux me rater sur un. Ouais. Là, tu n'en as qu'un seul. Alors, ouais, Comment ça se non. passe? Non, parce que, en gros, pour se qualifier à Hawaï, ou les championnats du monde, ça va de mi-août à mi-août. Donc, en fait, si j'échoue au Pays de Galles, ce qui peut arriver, je sais que derrière, je peux refaire un Ironman en mai l'année prochaine. Donc, voilà la planification. Non, mais ça, c'est vraiment important d'en avoir connaissance. C'est ça. Pour pouvoir se projeter et se préparer mentalement aussi. Hein. Ouais, non, je sais que derrière, j'ai encore des moyens d'y arriver. Comme j'ai fait Barcelone en 2023 où j'ai échoué, je savais que derrière, je pouvais me qualifier sur une autre course. Là, ça va être un peu le même principe. Mais l'objectif, si je veux réussir à faire mon objectif principal des 2 ans, d'être sous les 9 heures, il faut que j'arrive à me qualifier longtemps à l'avance pour pouvoir prendre le temps de préparer mes recherches de financement, me préparer correctement et avoir le moins de pression pour organiser le voyage. Quoi, en gros. En fait, tu es un véritable chef d'entreprise parce que quand on a préparé la conférence, tu m'as montré ta plaquette, hein, je crois. Tu as construit une plaquette pour aller chercher les sponsors, entre autres, hein, et expliquer ton activité. C'est toute une mise en œuvre. Tu l'as ramené, d'accord. Ouais, je l'ai parce que... alors, c'est pas moi qui fais le design. Vous verrez que c'est pareil, que j'ai quelqu'un qui s'occupe de tout ça. Mais voilà, on crée des dossiers que vous apprenez à faire en STAPS. Hein, et ça, c'est ce que je distribue aux partenaires, à ceux que je recherche, pour leur montrer ce que je fais. En gros, dedans, il y a tout ce que je vous explique là, mon mode de vie, le budget, ce que je recherche, mes résultats. Donc, il y a toute une construction derrière. Et ça, c'est vrai que si on ne l'a jamais fait, c'est pas simple. Et beaucoup de sportifs ne savent pas forcément monter des projets parce que ça s'apprend et il faut prendre le temps aussi. Et là, pareil, hein, tu m'avais expliqué que pour faire la mise en page, etc., tu es allé chercher un professionnel qui t'a permis de réaliser ta plaquette, hein, c'est ça? Je me suis entouré d'un graphiste qui m'accompagne, qui s'occupe aussi de me faire des choses sympas sur les réseaux, parce que j'anime aussi mes réseaux pour montrer aux partenaires que je suis actif, Instagram, LinkedIn et Facebook. Je suis privilégié, j'étais accepté comme ami. C'est bien. Sur LinkedIn. Non, mais ça marche comme ça. Il faut montrer qu'on est là, il faut montrer qu'on est actif. Mais dans ce sens-là, je ne sais pas si tu connais l'athlète normande Flavie Renoir, qui est très très active aussi sur le réseau LinkedIn, hein, qui poste tous ses partenariats, toutes ses courses. Et c'est vraiment intéressant de la suivre d'ailleurs, de voir comment elle progresse. Non, c'est important et voilà, on n'est pas au niveau, d'athlètes reconnus comme les footballeurs qui ont une structure autour d'eux. Nous, on construit notre structure. Donc le volume d'entraînement annuel, vous allez voir, c'est pas peu. C'est autre chose qu'une activité de volleyball. Hein. Ouais, là, donc ça, c'est le volume d'entraînement annuel que je fais. Alors, chaque saison, hein, ça tourne autour de ce nombre d'heures-là. Donc, vous voyez, en préparation, c'est progressif. Hein.
Et ce qui permet le coaching, celui qui nous accompagne, c'est ça qui nous permet d'avoir cette progression au fur et à mesure pour éviter de se blesser. Parce que des fois, quand on est tout seul, on en fait trop. Et vous voyez qu'en préparation générale, déjà, ça tourne autour de 14 heures à 18 heures de sport par semaine. Je vois qu'il y a des réactions dans la salle. Ça fait beaucoup. Comment il arrive à caler tout ça? C'est assez impressionnant quand même. Alors déjà, pour caler tout ça, parce que je travaille à 35 heures, même des fois plus, je compte même pas. Mais en gros, je me lève tôt. Si je prends l'exemple d'aujourd'hui, je suis allé courir à 6 heures, 1 heure. Après, j'ai emmené ma fille à l'école. Et après, je suis allé nager 1 heure. Après, j'ai travaillé. Après, je suis venu là. Et là, aujourd'hui, je suis avec vous. Et après, je vais retravailler un peu. Et je vais retravailler un peu ce soir. Ton temps est précieux. On te remercie d'être parmi nous. Non, mais c'est juste que tout est une question d'organisation. Et comme je l'ai dit, mon travail me permet ça aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'être là de 9h à 17h sur ma chaise devant mon ordinateur. D'accord ? Aujourd'hui, ils me font confiance et ils me permettent de m'organiser. Mais c'est sûr que sans cette organisation-là, c'est compliqué de pouvoir faire tout cet entraînement-là. Donc c'est bien ce que je dis, tu as une véritable activité de chef d'entreprise, quoi. Tout est millimétré. Là, j'essaie, indirectement, où je m'en rends pas forcément compte, mais oui, il y a tout un travail de coordination derrière. Du coup, après, vous voyez que le temps augmente, et donc le temps pour la préparation Ironman, ça peut aller jusqu'à 25 heures. Là, le petit encadré que vous voyez à droite, c'est la semaine, je crois que c'était 2-3 semaines avant Copenhague, où là, j'ai fait 25 heures d'entraînement avec beaucoup de vélo et de la course à pied sur la semaine. Et ce que vous voyez en bas, c'est la charge d'entraînement. Pardon. Bonjour, Noé Stéphane, étudiant en spé volleyball. J'avais une question. Avec toute cette charge d'entraînement, comment vous faites pour éviter les blessures type tendinopathie, des périostites, etc. Est-ce que vous en avez régulièrement? Est-ce que c'est quelque chose que vous traitez ou pas du tout? Ça vous est pas arrivé? Alors, tendinite, j'en ai une au tendon d'Achille il y a 1 an. Ça a duré 8 mois. Okay. Alors, 8 mois où j'ai continué l'activité, j'ai dû réduire la course à pied. Mais en fait, on pallie à tout ça en réduisant les sports qui sont, traumatisants pour le membre. Et après, une fois que ça va mieux, on essaye de augmenter, mais on essaye de toujours faire en fonction des blessures. Aujourd'hui, j'en ai moins, parce qu'avec toutes les blessures que j'ai eues, j'ai mis des choses en place aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais beaucoup de yoga, ce qui me permet d'avoir une grande mobilité, d'avoir des muscles un peu plus souples et peut-être un peu plus renforcés au niveau profond. Au niveau hydratation, je fais attention. J'ai été étudiant, j'aime bien la bière, j'aime bien vivre aussi, mais pendant certaines périodes, je sais que là, je fais vraiment attention parce que c'est forcément quand tu as autant de charges, tu es obligé de faire des choix pour éviter les blessures. Bonjour, Rato Tao, étudiant en spécialité gymnastique. C'est une question plus spécifique sur votre entraînement en vélo. J'ai cru comprendre que vous faisiez vos entraînements en dehors, que vous sortez pour faire votre vélo. Vous ne trouvez pas plus judicieux pour développer une qualité physique de le faire par exemple sur un programme comme sur un vélo Zwift ou quelque chose comme ça? Alors j'utilise Swift sur Home Trainer. Après, quand il fait vraiment mauvais, je reste sur Home Trainer. Mais c'est quand même plus... sur Home Trainer, on va dire que c'est plus... monotone. Alors monotone, et puis on va dire que l'intensité avec l'humidité, la chaleur qu'on crée à l'intérieur et le fait de rester sur place, c'est plus dur. Ça mobilise plus et ça fatigue plus. Du coup, c'est plus dur de rester longtemps... sur le home trainer et après j'aime aussi aller dehors. Clairement c'est ça aussi, c'est d'aller se balader, aller en Suisse normande, ça c'est quelque chose qui me plaît. Ouais, oui, ça rentre là-dedans aussi.
Bien, très intéressant. Et donc le dernier, c'est que la charge d'entraînement est calculée semaine par semaine. Et en fait, le coach, il fait en fonction de ça et il fait une progression régulière tout au long de la saison. D'accord? Et quand la charge devient trop conséquente, il réduit pour éviter les blessures. Cette façon de s'entraîner, pourrait-on dire que c'est une façon de s'entraîner de manière scientifique? Ah ben là c'est comment dire, c'est scientifique parce que après j'ai pas mis tous les tableaux, mais si vous voulez aller voir sur iDo, c'est très bien fait, hein, tout est calculé, hein. Si vous rentrez toutes les données qu'ils ont besoin, ils vous calculent votre pic de forme pour la course voulue, ils vous calculent toutes vos charges d'entraînement, il vous calcule vos zones, tout est bien fait, hein. Et là, oui, on rentre dans le scientifique. Alors après, moi, je regarde pas trop mes données parce que ça, c'est plus au rôle de mon coach. Mais vous verrez que j'accompagne aussi des personnes où là, c'est plutôt moi qui vais regarder leurs données parce que maintenant, j'arrive à quand même les lire. Mais j'évite de regarder les miennes parce que je veux pas rentrer je ne veux pas interférer avec mon coach, je lui fais totalement confiance dans tout ce qu'il me fait et du coup c'est vraiment lui qui me gère tout ça. Alors justement, tu parles de confiance. Là c'est clairement une confiance, ça fait j'ai le même coach depuis le début, ça fait 5 ans et aujourd'hui il m'a amené là et sans pépin et avec du plaisir, il s'innove, ce qui est important là si vous êtes vous allez peut-être devenir entraîneur ou coach, c'est de toujours innover, changer vos séances, pour vraiment garder les personnes actives. Hein. On a besoin de ces... C'est exactement ce que nous racontait Franck Doudet. Il n'a pas le même échauffement à chaque séance pour ses arbitres. C'est ce qu'on disait aussi ce matin sur la question de la performance. La performance, elle s'actualise dans le moment de la compétition et c'est la capacité à innover qui permet de devenir performant. C'est ça. C'est ça. Du coup, voilà, sur le volume d'entraînement, donc c'est conséquent. Mais il faut savoir que pour faire un Ironman, hein, je veux quand même bien que ça soit clair, tout le monde ne fait pas ce temps-là d'entraînement, c'est pas forcément obligatoire, ça dépend où on veut aller et ce qu'on veut faire et suivant nos objectifs, hein. Certains vont tourner autour de 10h, 14h, ce qui reste quand même conséquent, mais on fait en fonction de nos objectifs et de notre disponibilité, hein. Donc là, on est sur une semaine type. Parallèlement, là, parce que le temps file, j'aimerais que tu nous abordes un petit peu, je ne sais pas si tu l'as prévu dans la suite, depuis cette année, donc tu travailles avec une préparatrice mentale qui elle-même est en formation, je crois, hein, c'est une psychologue en formation qui prépare le DU à Lille. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse, de cette genèse pour toi, de cette importance, en tout cas de t'allier à quelqu'un qui va t'aider mentalement à te préparer pour les compétitions? En fait, ça s'est fait au fur et à mesure. La préparation mentale, vous allez voir, je vais peut-être aller un peu plus vite, comme ça on va tout voir, mais je me suis rendu compte que c'est important d'être centré sur soi pendant les courses, d'installer des routines, de se décentrer du résultat pour pouvoir avancer et concrétiser notre objectif. Et je me suis rendu compte aussi qu'on ne pouvait pas l'apprendre tout seul, même si j'ai lu pas mal de livres. Et donc un partenaire m'a mis en relation avec une préparatrice mentale où là on travaille sur des différents exercices avec un journal de bord, des exercices de respiration, plein de choses que je ne connaissais pas. D'accord ? Vous avez pris l'exemple notamment d'un travail musculaire en relation avec... Ouais, parce qu'on a fait une séance où je m'étais blessé aux ischios et elle m'a fait un exercice, alors pour essayer, parce que ça, elle m'a bien dit qu'il fallait faire attention avec tout ça pour bien connaître son corps, mais se centrer sur le muscle blessé, on va dire méditer pour essayer de réparer plus vite son muscle. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Elle m'apprend et on teste des choses.
Et c'est aussi ça que j'aime, parce que j'apprends des choses d'année en année. Semaine type? Alors ça, c'est une semaine type. C'est la semaine que je vous ai montré le volume de la diapo d'avant. En gros, sur une semaine Ironman, on fait 2 grosses journées. Une journée spécifique. Vous voyez, le 24, j'ai une journée de 4 heures de vélo avec 2h15 à pied. Donc je vais détailler les séances après. Elles ne sont pas enchaînées, mais en gros, elles sont spécifiques à la distance. Et après, on a le samedi, le 27, où là, on fait une sortie de vélo de 6 heures avec des allures spécifiques pour l'Ironman en préparation de la course. Donc là, c'est vraiment les 2 grosses journées, et tout ce qui va se faire autour, ça va rester en souple ou en aérobie. D'accord? C'est en endurance. Ça va rester très simple. Et ça, on va le faire pendant, on va dire, 6-7 semaines. Ces semaines-là vont s'articuler de cette façon. D'accord? Donc la séance que vous avez vue de course à pied, donc ça, c'est des séances clés qu'on met en place, que mon coach met en place pour la préparation Ironman. Donc toujours un petit échauffement très simple. Et après, on va partir sur du spécifique. Donc, à votre avis, les 30 fentes et 30 foulées bondissantes, c'est pour faire quoi par rapport à cet entraînement-là? Est-ce que vous avez une idée? Parce que vous voyez, là, j'ai 3 fois 30 fentes, 30 foulées bondissantes avant mes 45 minutes à 80% d'FC. Donc, c'est fréquence cardiaque max. Comment? Alors ouais, les transitions. J'ai entendu, ouais, tu me disais les transitions. Alors, pas forcément les transitions, mais en gros, ça va être pour simuler une fatigue musculaire. Alors ça va pas être aussi important que les 180 km de vélo, mais en gros, on a déjà fait les 4 heures le matin, parce qu'on a fait les 2 séances là. Et le soir, on va enchaîner avec cette séance-là, avec ce renforcement avant de partir sur la course à pied. C'est pour simuler cette fatigue-là. Et vous voyez, mes 45 minutes, on est à 148 battements par minute. Alors généralement, je suis un peu en dessous parce que là, on va vraiment travailler l'allure spécifique Ironman. Donc on va être sur 4,20 au kilomètre. Donc là, je reste vraiment, ce qu'on a dit, sur la zone 3. 3-4 pour la distance Ironman. D'accord? On est vraiment au seuil aérobie. On va pas au-delà, sinon on explose. Ah bon, 4,20 au kilomètre, il faut quand même le tenir. Il faut le tenir. Surtout après 180 km de course de vélo et 3 km 800 de natation. C'est ça. Il faut pouvoir les enchaîner. Et ça, alors j'aurais peut-être dû faire l'inverse, mais ça, c'était la séance clé vélo que j'ai faite le matin, où là, on était sur 4 heures, et donc on a voilà, mes zones en endurance et on va dire, donc, allure Ironman. Ces séances clés, puisque vous les appelez comme ça, c'est essayer de se rapprocher des conditions de fatigue de l'épreuve en tant qu'elle. En elle-même, en fait. C'est ça. C'est pour se rapprocher des conditions et puis travailler les allures spécifiques. Alors là, c'est mis 270 watts. On va dire que là, c'est parce qu'il n'y a pas on n'enchaîne pas la natation, le vélo et la course à pied. Mais sur un Ironman, je vais être j'ai une puissance cible autour de 250 watts. D'accord, pour pouvoir essayer d'être régulier. Est-ce que vous travaillez davantage sur vos points forts ou bien vos points faibles, ou en équilibre vraiment entre les deux? Alors pendant la préparation générale, je travaille sur mes points faibles, moi qui est la natation déjà. Donc je vais nager plus l'hiver. Je vais par exemple, là le camp triathlon a organisé une analyse vidéo fin décembre, ce qui m'a permis de me regarder en nager. Voilà, j'essaye de mettre des choses en place comme ça. Pendant les périodes spécifiques que je n'aurais pas le temps de faire. Là, je
peux mettre 2-3 séances de natation, mais au-delà, c'est compliqué, ouais. Donc là, tu profites d'un travail un peu plus qualitatif, peut-être. C'est ça. Quand tu as un peu plus de temps et que tu es sur une période un peu moins intense. Un peu plus de temps et moins de fatigue, parce que vous doutez bien que quand on fait ces séances-là, c'est plus compliqué après d'être efficace dans l'eau ou sur des séances. C'est pour ça que le reste, c'est en souple ou en footing. Hein. On ne met pas d'intensité. J'imagine comment l'entraînement, on parlait de la natation. Il y a le problème des conditions. Bon, c'est souvent en eau de mer que tu nages, hein, j'imagine, ou en lac, pour les Ironman. Ouais. Là, tu t'entraînes en piscine. Comment tu fais le transfert, l'adaptation d'une eau de piscine, qui est un lieu, soi-disant, selon Emmanuel Auvray, un lieu stable, puisque la piscine ne bouge pas, alors qu'en mer, on est dans de l'eau vive, quoi. Alors ouais, non, c'est pas du tout pareil. Alors après, j'essaye d'aller m'entraîner en eau libre, par exemple. Je vais avoir perdu le nom. Donc moi, je vais à au lac de la Ferté-Massé, mais à côté, il y a je l'ai perdu. À côté de Bavent. De Bavent, ah oui, Éole, voilà, Éole Aventure. On fait des sorties comme ça avec le club, et ça nous permet de nous mettre en condition et de nager en combi, parce que c'est pas du tout la même façon de nager, ça c'est clair, et c'est pas la même. Ne serait-ce que les prises de repères, j'imagine. C'est ça, le repère est pas du tout pareil. Très bien. Et la dernière séance clé que je voulais vous montrer, c'était une séance enchaînement, où là, on est toujours sur le vélo avec les allures spécifiques. Et ce qui est important là, c'est l'enchaînement avec la course à pied, où on fait une allure de 20 km, allure Ironman. Et là, on met en place vraiment l'alimentation et l'hydratation, que je vais vous montrer juste après. Parce que c'est un paramètre important. Si la nutrition n'est pas bonne sur la course, la course elle est très vite compliquée. C'est-à-dire au niveau glucides, si l'apport n'est pas assez élevé, on ne pourra pas tenir la course aux allures qu'on veut. Alors, sur un Ironman, tu as ta propre alimentation que tu emmènes, ou sur ton vélo par exemple, ou est-ce qu'il y a, j'imagine, il y a des points de ravitaillement aussi, non? Comment ça se passe? Il y a des points de ravitaillement sur les courses, mais moi j'emmène tout sur moi, parce que les gels, la nutrition spécifique, il faut l'avoir testé à l'entraînement, sinon la course peut devenir très vite compliquée. Beaucoup de triathlètes, athlètes découvrent les gels sur la course, et derrière, c'est des problèmes à l'estomac, et du coup, on ne peut pas courir comme on veut, on ne peut pas faire du vélo comme on veut, et ça devient très compliqué. Ça aussi, ça se prépare. Et ça se prépare. Il faut t'entraîner à l'alimentation pendant tes séances. À partir de, on va dire, du cycle spécifique Ironman, sur mes sorties vélo et course à pied, je mange que les gels que je vais utiliser en course. Gel et hydratation. Alors, ces gels-là, tu les trouves, tu les fabriques? Comment ça se passe? Non, j'aimerais bien, mais non, je les fabrique pas. Alors moi, j'utilise la marque Endurance, hein, il en existe plein. En gros, c'est assez simple. Par gel, il y a 45 grammes de glucides, et on dit qu'il faut avoir entre 80 grammes et 120 grammes par heure, ce qui est assez énorme. Donc si tu t'es pas entraîné à manger autant de gel, ce qui fait, moi j'en mange 2, ça peut vite poser des problèmes digestifs. Donc là vous voyez sur mon tableau, en gros c'est mon tableau Excel, hein, tout est préparé avant la course, et je sais ce que je vais prendre à chaque moment important de la course. Avant la natation, à la T1 c'est transition 1, donc natation vélo. Après tes vélos, T2, et tout ça, j'ai ça sur moi ou sur mon parc. Alors justement, j'imagine que pour savoir à quel moment tu vas t'alimenter, il faut que tu fasses une reconnaissance du parcours. Donc à Hawaï, tu y as passé 10 jours, mais sur le
le Pays de Galles, tu fais comment pour reconnaître le parcours? Est-ce que tu y vas avant? Est-ce que tu le reconnais peut-être pas d'ailleurs? Non, alors quand je peux, je le reconnais. Mais quand je peux, on peut pas toujours reconnaître le parcours. En gros, c'est pas le parcours qui définit comment je vais m'alimenter. J'ai une alarme sur ma montre et mon chrono Garmin de mon vélo qui sonne toutes les 15 minutes maintenant, j'ai mis 15 minutes, où je prends une portion de gel à chaque fois. Et donc mes 2 gels sont répartis comme ça sur l'heure, d'accord? Tout ça, ça t'évite la fringale en fait. Ça évite la fringale et en fait je me suis rendu compte, parce qu'au début je faisais toutes les 30 minutes et je me suis rendu compte que le pic glycémique était trop élevé d'un coup. Donc maintenant je l'étale toutes les 15 minutes, je prends 2 ou 3 gorgées de gel et derrière ça me permet d'être constant tout au long de la course. Ça, je l'ai découvert à Copenhague. Alors, il m'a fallu quelques courses pour m'en rendre compte. Mais là, c'est intéressant. C'est que ton expérience te nourrit pour les futurs et il y a encore des choses à pics de améliorer performance que je vais changer, je pense. Mais voilà, aujourd'hui, ça a fonctionné sur ces 2 courses-là. Et après, derrière, il y a toute l'hydratation. Hein, l'eau, en gros, s'il ne fait pas chaud, on va être sur 500 millilitres par heure au minimum, hein, donc il faut bien faire attention à tout ça, avec des électrolytes. Donc moi j'ai les électrolytes, ça apporte des minéraux hein, tout au long de la course, c'est tout ce qu'on perd quand on transpire et qu'on s'use sur la course. Donc voilà, moi tout ce que j'utilise et la façon dont j'organise ma course. Donc c'est toute une préparation en amont, mais ça se construit pas comme ça a été au fur et à mesure, j'ai testé des choses et j'ai refait, ramené, retenté. Ouais, il y a entre le tâtonnement, le ça. scientifique et puis Tout à fait. et puis l'expérimentation quoi. Ouais. Très intéressant. Des questions par rapport à ça? Non? Alors on en a parlé. J'avais un peu anticipé. Ouais, on en a parlé, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le mental aujourd'hui, je me rends compte que c'est une partie très très importante sur la course et qu'il faut rester à se focaliser sur soi. Le problème que j'ai eu à Barcelone, c'est que j'ai regardé toute la start list, je pense, qui était présente sur la course. C'est-à-dire que j'ai regardé alors peut-être pas tous, mais j'ai regardé les noms des triathlètes qui étaient dans ma catégorie d'âge, qui étaient bien classés. Et je me suis perdu là-dedans parce qu'en soi, si on réfléchit bien, si je fais une course pleine, qu'il soit devant moi ou derrière, en soi, je peux n'être que satisfait. Et ça a été une grosse erreur. Donc aujourd'hui, sur Copenhague... Donc là, effectivement, c'est intéressant parce que du point de vue de la conscience de soi, ton cerveau s'est distrait à partir ailleurs, en fait. Ah bah j'étais complètement parti ailleurs. En se focalisant sur autre chose. Et là, c'est les neurosciences qui le démontrent, hein, d'ailleurs. La fameuse mindfulness, hein, se centrer sur soi-même, hein, cultiver l'ego pour être bien dans son travail, quoi. C'est ça, tout à fait. Et après, je me rends compte aussi que j'installe des routines. J'ai un autre tableau Excel où en triathlon, il y a beaucoup de matériel, sachant qu'on voyage loin, il y a beaucoup d'organisation. Donc du coup, dès que je prépare tout mon pactage, je mets des croix dans mon tableau Excel pour m'assurer que tout est là. Justement, mais j'imagine aussi qu'il te faut des talents de bricoleur, parce que le vélo, faut le monter, faut bien régler des rails. Peut-être que c'est déjà fait, mais quand tu voyages, que il y a souvent des aléas. Voilà. Ouais. Non, je dis ça parce que j'avais vu le reportage sur une triathlète sur un petit format, qui partait sans son coach toute seule faire une épreuve en Angleterre, et le coach était inquiet parce qu'il n'était pas là pour régler le vélo, quoi. Et en fait l'athlète l'a fait elle-même et ça l'a rendue encore plus autonome, et ce jour-là du coup elle a réalisé une performance. Non, tout à fait, il faut savoir démonter et remonter son vélo parce qu'on le met dans l'avion, on le met dans une valise, donc on le remonte. Alors certains triathlètes l'emmènent chez un vélociste et puis le remontent sur place, hein, mais ça a un coût. Puis sur 180 km, t'es pas à l'abri d'une crevaison non plus. Ah il faut savoir changer le pneu, oui, tout à fait. Tout ça, c'est des choses qu'il faut connaître, en effet.
Pareil, j'ai aussi ce point-là sur trouver des tips, alors des astuces, on va dire, pour se centrer, se recentrer. Depuis 1 an, j'essaye d'avoir des choses sur les courses quand je commence à divaguer un peu, avoir des pensées négatives. Alors négatives, c'est plutôt me dire ah ouais, je me sens pas bien ou qu'est-ce que je fais là, hein, parce que ça arrive sur autant de temps, forcément. Le cerveau, il aime bien ça, hein, les pensées négatives, donc il faut l'éduquer par rapport à ça. Hein. C'est ça. Donc voilà, moi par exemple, je claque des doigts quand je sens que je divague et ça me permet de repartir droit et de me recentrer sur moi. Ça fait partie d'une astuce que je me suis mis. Certains vont se taper sur la cuisse. C'est quelque chose que tu as trouvé tout seul ou on t'a aidé? Alors sur ça, c'est plutôt en lisant le livre de Dan Carter, qui est un ancien rugbyman de Nouvelle-Zélande et qui est très bien sur, je sais plus, c'est l'art, mais il parle de toutes ses routines et tout ce qu'il faisait avant de rentrer sur un match ou taper dans le ballon pour le mettre, pour transformer, faire sa transformation. Il se tapait sur les cuisses. Donc c'est un très bon livre sur la préparation mentale et le montage de projet. Et puis à la fin, s'écarter du résultat et de son projet, et puis vivre l'instant présent, ça c'est ce que je me rends compte depuis 2 ans. De toute façon, on est content d'être là et on aime ce qu'on fait, c'est une passion. Et ça, il faut vraiment l'animer. Hein. Ça, c'est important pour vous. J'insiste sur ton dernier point, s'écarter du résultat. Ça, c'est primordial. Hein, c'est pas le résultat qui compte. C'est la façon, plutôt le chemin, comment on vit la performance. Tu parlais d'épanouissement, de bien-être. Ouais. Et je pense que là, la clé, il y a une clé très importante. Toutes les sciences, toutes les neurosciences le démontrent. Hein, quand tu parles de vivre l'instant présent. C'est ça. C'est important. Ouais. L'épanouissement, et de toute façon, dès qu'on est passionné et qu'on est animé, ça passe beaucoup plus vite. Tu as une question là, Robin, de la part de Mathis. Bonjour, donc Mathis Baron, je suis en spécialité volleyball et j'avais une question au niveau des tests antidopage. Est-ce qu'il y en a beaucoup au cours de l'année quand on fait des Ironman, quand on est triathlète? Au niveau professionnel, ouais. En amateur, je pense pas. Et il y a eu des polémiques sur les premiers à Hawaï amateurs. Autour du dopage, parce qu'en amateur aussi, sachant qu'en amateur, hein, les premiers ne gagnent pas d'argent, on n'a rien à gagner à part la gloire personnelle. Hein. Ça, c'est clair. Ça pose toute la problématique du dopage en amateur, où on fait un peu tout et n'importe quoi, sans forcément, effectivement, le gain, c'est pas forcément l'argent. Non, c'est une autre recherche. C'est particulier, ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est un autre sujet. Là, je vais les évoquer rapidement, mais c'est très important. Un écosystème positif social. Vous voyez les photos, ça c'est ma famille. Il faut savoir que quand on a des projets comme ça, des passions, on est quand même assez égoïste et on est quand même centré sur soi. Ça, je l'accorde. Et c'est vrai que j'ai moi une famille qui est vraiment autour de moi et autour de mes projets et sur toutes mes courses. Elle m'accompagne dans mes voyages. Et c'est pour ça aussi que je fais ça, parce que ça nous fait quand même vivre des moments plaisants tous ensemble, même si des fois, elles en ont ras-le-bol, et ça c'est clair, et je les comprends. Mais en gros, c'est moi et ma famille. Et après, derrière, je fais des choix où là, j'ai mes amis et mon professionnel aujourd'hui où je cherche pas forcément à aller gagner plus d'argent, à aller avoir un job un peu plus prestigieux. Je suis dans mon association, j'aime ce que je fais, je peux faire ma pratique sportive, je peux profiter de ma famille. Voilà, c'est des choix. Et mes amis, c'est pareil, ils le comprennent, ils ne me voient pas forcément autant qu'avant. Les soirées, je suis peut-être moins présent et moins longtemps. C'est peut-être pour ça que ce sont des amis d'ailleurs. C'est ça, exactement. Mais voilà, aujourd'hui, ça tourne autour de moi et ma famille et mon activité. Clairement, c'est ça. Ben, écoute. Et derrière, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, je me suis entouré de professionnels. Ça, c'est très important. Depuis que je suis arrivé, et en fait, quand j'ai préparé le PowerPoint pour vous le présenter, je me suis rendu compte qu'il y avait du monde. Et c'est vrai que quand on ne le met pas sur papier, des fois on l'oublie. Tu vois, il y avait un intérêt à venir nous voir. C'est vrai, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Donc un entraîneur. C'est ce que disent tous les conférenciers en plus. Non mais c'est vrai, sérieusement. C'est vrai que c'est top de remettre ça sur écrit. Entraîneur personnel, un ostéopathe que je peux contacter, donc le club que j'ai évoqué tout à l'heure.
Vraiment bien aussi dans ce que tu expliques de ton staff, c'est la disponibilité de tes partenaires, quoi, enfin des gens qui te suivent. C'est ça. Là aujourd'hui, je leur ai écrit, ils vont m'aider. Ils savent la relation qu'on a athlète et professionnel. Hein. Un kiné, le graphiste qui m'aide au quotidien dans mes démarches, des partenaires financiers, matériels et du coup préparatrice mentale. Et ça a été fait au fur et à mesure des années. Et si par exemple je reviens l'année prochaine, j'espère que je pourrai mettre par exemple une nutritionniste qui peut m'aider de temps en temps dans cette démarche. Ça c'est drôlement important ce que tu dis, c'est-à-dire que la quête de la haute performance, hein, on aura Jeanne Robe dans 15 jours là, qui est athlète en tennis de table et qui viendra avec son entraîneur justement, donc là ça va être intéressant aussi. Et elle c'est pareil, à 18 ans elle a construit un staff, alors pas aussi élaboré que le tien, mais elle a un préparateur mental, elle a un préparateur physique, son entraîneur technico-tactique, elle a un kiné, enfin, et là on rejoint, là vous avez de la chance les étudiants d'avoir de tels retours d'expérience parce que vous voyez vraiment, et là ça correspond vraiment à votre mention, ce dans quoi on peut s'insérer pour construire la haute performance. C'est ça. Oui. Et du coup, est-ce que tous ces professionnels-là, c'est à vos frais ou les sponsors, ils peuvent payer votre entraîneur par exemple? Alors c'est à mes frais. Alors aussi, les sponsors, en fait ça dépend le budget. Ça dépend le budget que je reçois sur l'année, ce que j'arrive à aller chercher comme partenaire. Mais après, avec tous les voyages, ça a du mal à tout compenser. Mais médecin du sport, bah, c'est souvent c'est la carte vitale, tu vois, c'est l'assurance maladie. L'entraîneur personnel, c'est à mes frais. Savoir que ça a un coût quand même. Hein. Entraîneur personnel, là, je suis à... Si le prix est de 100 euros par un ostéo, c'est pareil, mois. j'imagine que c'est à tes frais personnels aussi, un ostéo. Alors, ostéo, non, lui, il m'accompagne, je viens, j'ai pas besoin de payer, donc c'est aussi ça qui est intéressant. Donc, c'est un savant dosage. Matériel, c'est pareil, je travaille avec Intercycle à Mondeville, ils vont me faire des réparations où là, je vais pas forcément payer la main-d'œuvre, où je vais juste payer le matériel. C'est des aides comme ça qui me permettent de réduire les coûts, en gros, parce que je suis pas en positif, hein, non, loin de là, très loin de là. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais grâce à cette conférence, tu vas avoir plein de propositions, tu vois. Oui, non, après, je m'en sors parce que voilà, j'ai une stabilité et aujourd'hui, on a construit tout ça autour. Bon, là, c'est juste pour rappeler que grâce au sport... Allez, s'il vous plaît, un peu d'attention jusqu'au bout quand même. Hein. J'ai juste... 2 heures, c'est dur pour eux. Hein, tu vois. Ah, je sais. C'est passé vite, hein, c'est vrai. 9 heures. Ouais. Non, là, juste pour mettre en avant que grâce au sport, je vis quand même des expériences uniques que j'aurais pas vécues. Hein, des voyages, là, à droite, c'est Hawaï, à gauche, c'est les Canaries. Ça m'a permis de rencontrer du monde, d'avoir un réseau, de faire une découverte sur moi-même, des découvertes externes. Et après... d'avoir de nouvelles expériences et de sortir de ma zone de confort parce que dans mon métier je suis dans ma zone de confort en gros. Important cette notion de zone de confort. Grâce à cette qualification, je suis allé au Stade Malherbe où j'ai présenté, alors pas autant de temps que devant vous, mais devant les 14 000 personnes lors du match Caen-Nice, ma pratique sportive. Je suis allé devant les partenaires de Malherbe. J'ai fait la radio Suite FM et après différents interviews. Et aujourd'hui, je suis devant vous. C'est aussi une autre expérience qui me fait sortir de ma zone de confort, de parler devant autant de monde. Merci à ta fille. Important. Comment ? Merci à ta fille. Ouais, ben oui, non, mais c'est... Mais on va peut-être même te mettre en relation avec un spécialiste de la haute performance, enfin de l'endurance, Benoît Mauvieux, qui organise un colloque là bientôt. C'est son 2e colloque. Je pense que tu es un profil qui pourrait certainement l'intéresser. Mais voilà. Après, il faut... c'est un conseil que je peux vous donner, que j'avais peut-être pas forcément à 22-23 ans, mais... Il faut accepter de sortir de sa zone de confort et d'aller faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est important. C'est important pour son expérience et son développement. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'avoir fait tout ça, même s'il y a quand même une part de stress et de fatigue juste avant tous ces événements-là. Et puis tu as un soutien très important, comme tu nous l'as présenté, ta famille.
Et j'ai un soutien important non, de ma famille. Et ce qui est important là, vous voyez la photo en bas, là, c'est avec donc Aurélien Baudet qui est commercial au Stade Malherbe de Caen. C'est un joueur qui a joué au foot avec moi à la Ferté-Massé. Hein. Donc c'est lui qui m'a permis d'aller aussi au Stade Malherbe, de faire cette présentation, de rencontrer les partenaires. Donc tout ça, c'est quelqu'un qui me suit, mais que j'ai pas vu depuis 10 ans. Et il m'a recontacté pour pouvoir faire ça. Donc ça rejoint encore la mise en réseau que je vous ai mis en avant, qu'il faut toujours laisser une bonne image de soi. Bien, très intéressant tout ça. Robin, vous avez vu, les 2 heures sont passées à une vitesse pas possible. Tu as eu un nombre de questions incroyable. Merci, mesdemoiselles, entre autres. Merci pour ce retour d'expérience. Merci à vous. C'était vraiment un moment très fort et vraiment en relation avec la préoccupation de nos étudiantes et nos étudiants, même s'ils ont tendance à être un peu bavards, mais on mettra ça sur le dos du fait que tu étais très passionnant et que ça les a amenés à échanger entre eux. Donc je crois qu'on peut remercier Robin pour cette première conférence le concernant, parce que c'était vraiment très très riche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.